Salut tout le monde, bienvenue sur Always Geeks. Alors, on est avec Coach Alex pour l'analyse du Battle Tome, en fait du nouveau Battle Tome des Luminettes Realm Lords qui en sont déjà à leur deuxième Battle Tome. On a déjà fait la review du premier Battle Tome sur la chaîne, donc on ne va pas repasser en détail les habiletés d'allégeance et les unités qui étaient déjà dans le premier Battle Tome. On va en faire un survol rapide. Si vous voulez aller plus en profondeur, on vous invite à aller voir notre première vidéo sur le premier Battle Tome. Et on va s'attarder là, principalement aux nouvelles unités qui viennent d'arriver avec Broken Realms, Teclis et qui sont dans ce nouveau Battle Tome. Et on va conclure la vidéo sur la place qu'on prévoit là, pour les Luminettes dans le méta AOS. Alors, salut Alex, comment ça va? Ça va très bien, vous autres, les gars? Super. bien? Good. Alors, qu'as-tu pensé de ce Battle Tome? Peut-être une première impression générale là, avant de commencer l'analyse. Première impression, ça va être un peu bizarre parce qu'en fait, il n'y a pas tant de nouvelles pièces que ça qui m'ont vraiment émerveillé, je vous dirais. Là. Mais ce qui est le fun, c'est que clairement, on est rendu avec une belle polyvalence. On est rendu, on peut développer des nouveaux styles de jeu. Je pense que l'ajout, le premier ajout d'envergure, c'est le Huracan Temple, là, la portion vent, un peu là, les Elementary, là, avec les Wind Chargers, avec le Wind Mage, avec l'élémental de vent aussi. Donc ça, les Luminettes, une de leurs grandes faiblesses avec le premier Battle Tome, c'est le mouvement. Donc c'est la capacité de se déplacer et avec ce nouveau temple-là, on vient vraiment combler, de colmater cette brèche-là dans la faction en tant que telle. Donc, je pense que ça amène beaucoup de belles choses. Et je pense qu'en général, c'est que ça vient offrir des possibilités, des options. Il y a quelques options intéressantes, je pense, qui méritent d'être explorées. Et je me rappelle très bien qu'on avait fait le premier review avec vous autres. Là. Je pense que c'est Vincent qui le mentionnait aussi. On a l'impression que c'est un demi-Battle Tome. Ben, finalement, c'est pas juste une impression, c'était vraiment un demi-Battle Tome qui était quand même assez particulier quand on se replace d'environ un an, puis on se dit, OK, il a vraiment sorti 2 tomes en l'espace d'un an. Mais donc, là, vraiment, on a une armée, je pense, qui est beaucoup plus, je ne veux pas dire stand-alone, mais qui vraiment a un feeling beaucoup plus complet. Avec des options, des possibilités. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est que je pense que le livre va être très fort. Personnellement, on va en reparler à la fin du review, mais je pense en fait qu'il y a aussi une bonne balance interne quand même, surtout au niveau des sous-factions. Donc, je pense qu'on va voir vraiment une belle polyvalence des différentes sous-factions. Puis, on va avoir des listes qui seront aussi assez diversifiées, somme toute, je crois. Donc, quand on aura plus d'opportunités de voir des parties, on va être capable peut-être plus d'attester sur voir si je dis vrai ou non. Mais moi, le feeling que j'ai, c'est qu'il y a plusieurs styles de jeu qui peuvent être développés et qu'on peut tirer profit d'une bonne façon avec ce livre-là. Eh bien, ça met bien la table. C'est vraiment intéressant. Tu nous donnes le goût de savoir ça va être quoi le reste de l'analyse. Donc, peut-être commencer par un survol, en fait, des habiletés d'allégeance, nous rappeler les principales habiletés d'allégeance des Luminettes. Oui, tout à fait. Bien, il y en a 3. 3 habiletés qui sont les 3 excellentes. On a tout d'abord ce qu'on appelle les Ether Quartz, donc qui était un peu à l'instar des Caradrons avec le Ether Gold. On parle donc de jetons, d'habiletés qui sont accessibles une fois par partie, à moins qu'on prenne une grande ville, la ville de Siyar, qu'on peut avoir davantage sur ça, ou quelques héros aussi qui peuvent avoir là, des bonus additionnels. Mais essentiellement, donc, on est capable de consommer ces habiletés-là une fois par phase, une par phase en armée, plus un tweet, relancer un casting ou plus un casting. On peut également avoir plus une sauvegarde et l'autre faire un deuxième sort dans une phase de héros. Fait que c'est des habiletés qui sont vraiment toutes intéressantes et à des unités, donc toutes les unités en ont une. Donc, plusieurs unités, en fait, à quelques exceptions près, comme Eltarion peut difficilement s'en servir de façon intéressante, mais grosso modo, c'est vraiment une habileté intéressante. Deuxième, c'est la capacité de la cataleur Absorb Despair, qui est mis dans les habiletés d'allégeance, même si c'est vraiment une habileté avec un seul War Scroll, un seul personnage. C'est l'habileté, donc, parce que l'effet négatif de prendre du Ether Quartz, c'est qu'on baisse sa bravery de 1 pour l'entièreté de la partie. Mais si on a une cataleur, on peut absorber ce malus-là et même le rejeter sur une unité ennemie de façon permanente. Donc, ça peut être vraiment intéressant pour certaines tactiques qu'on peut employer. Donc, c'est toujours intéressant d'annuler un malus et de le refiler à une unité adverse. Toujours intéressant. D'ailleurs, Alex, je me permets une parenthèse.
les personnes qui ont lu Broken Realm, Teclis, le lore, l'histoire, vont vraiment pouvoir avoir apprécié que l'utilisation des Aether Quartz, l'impact sur la bravoure a vraiment été bien illustré dans le concret, disons, là, de l'histoire. Là. Donc, vraiment, les auteurs de Broken Realms, Teclis ont vraiment fait un beau travail pour illustrer comment, disons, dans la vraie vie, bon, c'est de la fantaisie, mais comment, dans un monde fantastique, cette règle-là s'appliquerait concrètement, là, se manifesterait. Donc, c'est vraiment intéressant, puis c'est très proche du fluff, finalement. Et sans divulgacher, en fait, des éléments du livre, Broken Realms Teclis, c'est vraiment constant dans le livre. Là. On le voit à plusieurs reprises, l'impact de ça. Donc, c'est pas juste anecdotique, c'est vraiment quelque chose qui est central à l'histoire. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Absolument raison, Yann, là-dessus, tout à fait. Et le troisième, je pense qu'il est peut-être l'habilité la plus efficace, en fait, ou la plus virulente, si on veut, c'est le fait que lorsque c'est notre tour de choisir une unité à activer dans la phase de combat, on peut en choisir 2. Donc, ça vient, en fait, là, ça vient pratiquement annuler, en fait, l'effet négatif de charger avec un nombre pair d'unités. Donc, surtout, ça encourage. Souvent, on dit, bon, si je charge avec 2 unités, je vais avoir l'avantage à un endroit, mais le désavantage à l'autre. Là, on vient de nullifier complètement ce désavantage-là. Donc, c'est vraiment trois habiletés qui sont, à mon sens, là, vraiment intéressantes. Il y a quelque chose à faire avec ça, puis il y a un impact sur la partie. Très intéressant. On a aussi des cités qui peuvent être jouées, puis qui ont des règles aussi, qui donnent des bonus. On parle de 6 grandes cités, donc 2 nouvelles qui font leur apparition dans ce Battle Tome-là. Et encore une fois, là, ce que j'aime beaucoup quand j'ai lu ces 6 cités-là, c'est qu'on a évité le piège ou l'erreur, en fait, je peux mentionner ainsi, Zilfin, Petrifex Elite. Donc, d'avoir vraiment une sous-faction qui se démarque clairement des autres, qui est une sous-faction un peu no-brainer. Ce que j'aime vraiment, c'est que je me vois, quand je regardais un peu les sous-factions, je peux m'imaginer vraiment une liste avec chacune d'elles dans quelque chose qui est compétitif, qui est intéressant, qui est varié. Et chaque liste, chaque sous-faction va vraiment tirer profit d'un aspect des Luminettes, ce que je trouve vraiment intéressant. Pour passer rapidement sur les 4 premières grandes nations, là, les 4 originales, on commence par Immetrica. Mais pourquoi on joue cette sous-faction-là? Parce que de un, ça rend les Stone Guard en ligne. Donc, avoir des unités de ligne additionnelles, toujours intéressant. C'est parce qu'il y a des scénarios maintenant en plus qui récompensent avoir un nombre élevé de lignes. Les Luminettes, ce n'est pas un problème d'avoir le minimum. Mais être capable d'aller chercher pour certains scénarios des unités additionnelles pour faire des points additionnels, c'est toujours intéressant. Et l'autre raison, en fait, qu'on prend Immetrica de tout ça, c'est pour endurcir la portion Alarit. Donc, tout ce qui est Stone Guard, Stone Mage, Spirit of the Mountain, au lieu d'ignorer le Ren de 1, on ignore maintenant le Ren de 2. Donc, essentiellement, ce qui rend ces unités-là très, très difficiles à déloger, parce qu'essentiellement, du Ren 3, corrigez-moi si je me trompe, les gars, mais à part Moratti avec Mindrazor, à part Sévirette maintenant, l'esprit du vent, à part les Drill Cannon Caradron, à part les Rune Lord Cities of Sigmar qui peut augmenter le Ren cumulatif, du Ren 3, il n'y en a presque pas. J'ai de la misère à en voir d'autres. Mais donc, non, c'est ça. Je pense à Catacross qui en a aussi un Ren 3 sur une de ses attaques, mais ça, c'est très, très rare. C'est exceptionnel du Ren 3. Oui, puis donc, essentiellement, fait que ça rend des unités extrêmement endurantes contre tout sauf les quelques exceptions de Ren 3 et contre les blessures mortelles. Donc, ça vient solidifier, fidéliser une ligne qui peut encaisser. On peut vraiment, là, puis j'ai testé parce que je suis tombé un peu avec ceux qui ont suivi un petit peu la chaîne, le projet Luminin. Donc, je joue beaucoup de Stone Guard, du Temple à la Rite. Et après plusieurs tests, là, c'est difficile à coucher des Stone Guard. Quand tout est engrangé comme il faut, là, c'est très, très difficile à coucher. Donc, si vous voulez jouer plus à la Rite, Immetrica, c'est pour vous. Le deuxième, c'est Sillard. J'ai parlé brièvement tantôt. C'est une ville qui fonctionne autour de la mécanique des Aether Quartz. Donc, chaque unité en a une de plus. On peut également avoir un habilité de commandement qui peut nous en faire dépenser une deuxième dans un tour. Donc, toujours intéressant. Par exemple, être capable de rendre Teclis à une sur 2 plus pendant une phase, par exemple. Toujours intéressant. Donc, ça, c'est vraiment la cité qui est bâtie autour de la mécanique des Aether Quartz. Si c'est quelque chose qui vous intéresse,
ben, c'est une ville qui peut être très, très pertinente à ce niveau-là. Iliata, qui est la troisième ville initiale, c'est une ville qui est basée vraiment, encore une fois, sur beaucoup d'habiletés intéressantes, notamment le fait que des unités sans proximité d'un héros peuvent prendre une habileté de commandement pour relancer les 1 pour toucher. Et l'autre chose qui est intéressante, en fait, c'est que lorsqu'on prend une habileté de commandement, on peut affecter 2 unités qui sont en proximité. Donc, ça rend vraiment, là, et surtout, on va le voir plus tard, il y a plusieurs façons de générer beaucoup de points de commandement. Donc, ça fait en sorte qu'on peut vraiment fidéliser beaucoup de jets avec cette faction-là. Et il y a un item également qui s'appelle le Simulacra Amulette, qui est un artefact qui est vraiment intéressant pour une cataleur, par exemple, qui permet de la ramener à la vie sur un 4+. Donc, avoir sa cataleur qui est névralgique, de la ramener. Il y a des bonnes habiletés dans cette ville-là aussi. Et finalement, la quatrième ville originale, c'est Zetrek. Donc, c'est vraiment la ville de la magie. Donc, on a des bonus pour le casting. Les héros connaissent un sort de plus. Donc, ça, tous les héros Zetrek connaissent également un sort de la faction qui peut nuire au mouvement adverse. Donc, encore une fois, très, très bonne ville qui a bien performé dans les quelques tournois récents. Si ma mémoire est bonne, là, dans les peu de tournois qu'ils ont pu avoir récemment. Donc, ça, c'est les 4 villes d'origine du premier livre. À ça, maintenant, on ajoute 2 nouvelles grandes villes, Alumnia et Elon, ou Elon, peu importe comment on peut le prononcer. Alumnia, c'est un peu la ville des athlètes. Un peu, moi, quand j'ai lu ça, on dirait un petit peu Sparte, si on veut refaire une ressemblance. Et Alumnia va trouver preneur, je pense, pour plusieurs joueurs. De un, les habiletés sont vraiment intéressantes. L'habilité de base de cette grande ville-là, on peut choisir 3 unités Vanari. Donc, Vanari, c'est tout ce qui est les lanciers, les archers, les nouveaux Blade Lords, la cavalerie, même certains héros maintenant, qui sont des héros Vanari aussi, ou Sinari, donc Cataleur, Lore Seeker, donc les héros plus la caste magicienne. Et on peut faire un mouvement pré-bataille. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que généralement, ce genre d'habilité-là, c'est un jet de dés. C'est des 3 unités. Là, on est à 3. Donc, on peut vraiment construire une stratégie de mouvement rapide autour de ça parce qu'on sait d'avance qu'on a 3 unités qui vont pouvoir faire un mouvement pré-bataille. Et l'autre habilité intéressante, c'est le trait de commandement qui permet essentiellement de charger après avoir couru. Donc, très, très, très mobile. Quand on parlait au début de l'émission que, justement, une des lacunes des Luminettes précédemment, c'était leur manque de mouvement, bien là, on a une faction qui vient complètement rendre ça, je dirais, désuet, cette affirmation-là, parce qu'on a justement des bonus qui nous font bouger extrêmement rapidement. On a également le trait de commandement, en fait, que la faction octroie, qui est anecdotique, en fait. Là, c'est un 2+ Mortal Wound à 3 pouces pour un personnage. Un Mortal Wound, c'est jamais mauvais. En même temps, comme trait de commandement, c'est très, très anecdotique. Et la Waystone, qui a quand même un certain intérêt. Donc, c'est de téléporter le héros une fois par partie dans une localisation à 12 pouces. Donc, encore une fois, un truc de mouvement. Ça peut être bien pour des héros, par exemple, qui peuvent amener vraiment, je peux amener pour faire un sort intéressant à cause que je suis hors portée. Je peux aller amener un buff, par exemple, un aura, donc un endroit que je veux. Donc, ça peut être un petit artefact intéressant quand même qu'on peut octroyer à un héros. Donc, ça, c'est J'aimerais ça avoir ça dans mes Daughters of Cain, la possibilité de téléporter un héros là où j'en ai besoin pour donner mes buffs. Vraiment, oui. C'est vraiment des belles habiletés. L'ensemble des villes ont vraiment de l'intérêt. Il y a de quoi rendre jaloux plusieurs autres factions. Oui, tout à fait. Et la 6e grande nation, c'est Elon ou Elon. Un peu à l'instar de Emetrica, qui est comme la ville de base, si on veut, là, un peu le Hammers of Sigmar ou Baraknar, bref, celui que tous les héros nommés semblent se retrouver. Là. Donc, on a Elon qui, elle, confère les Wind Chargers en ligne. Donc, c'est vraiment bâti autour du nouveau temple du vent. Donc, il y a aussi quand même un aspect un peu de mouvement parce qu'on va encourager des unités qui sont très mobiles. On va avoir comme habilité les unités de tir qui sont en dedans de 3 pouces, donc qui sont verrouillées au corps à corps, gagnent une attaque de plus, un peu à l'instar des Thunderers Scaradron. C'est intéressant, un tir de plus sur des sentinelles, c'est pas à négliger.
Par contre, ça implique qu'ils sont verrouillés au corps à corps. Donc, il y a toujours cet aspect-là qui est un peu plus risqué, mais c'est sûr qu'il y a moyen quand même de faire quelque chose d'intéressant si on se fait charger par une grosse créature avec le Shining Company, avoir des malus, on peut survivre un petit peu. Après ça, doubler les attaques et les blessures mortelles, ça peut être intéressant aussi. L'habilité de commandement, vraiment intéressant aussi, c'est qu'après s'être battu au corps à corps, on peut faire une retraite. Donc, c'est la fin de la phase, là, mais c'est vraiment intéressant, surtout si on prévoit peut-être pour un double tour être capable de, je peux maintenant charger ailleurs. Donc, il y a quelques habiletés intéressantes à ce niveau-là. Ça s'interrompt, là, mais là, tu m'as fait peur quand tu as dit qu'il y avait une possibilité de se désengager après avoir attaqué. Je voyais, ça a été l'horreur, les skinks à une certaine époque. Fait au moins, c'est à la fin de la phase, fait que l'unité ennemie va avoir le temps de refrapper avant. Là, au moins, parce que sinon, c'est horrible. Là, ces unités-là, ils te frappent et ils s'en vont. Surtout que là, je voyais que tu peux activer 2 unités. Fait que là, je disais, là, ce sera pas tuable, ces unités-là. Fait en fin de phase, c'est un bon garde-fou. Là. Exact, tout à fait. Puis, et ça s'applique à toutes les unités Elon. Donc, toutes les unités, ça peut être des Vanari, des Stone Guard, peu importe. Fait que, encore une fois, ça joue sur la mobilité, sur choisir ses combats. Donc, et ça, ces habilités-là, c'est jamais trop dans une liste d'armée. Donc, le plus qu'on en a des petits tours comme ça, le mieux qu'on est généralement. Et le trait de commandement, en fait, c'est quand même pas vilain. C'est une fois par partie, en fait, le général peut relancer un jet de course, un jet de charge et un jet de casting pour faire un sort. Donc, c'est quand même pas triste. La plupart des généraux qui peuvent avoir un trait, on n'aura peut-être pas l'idée de vouloir charger avec, même si on a une nouvelle option plus guerrière avec un Lord Régent. Mais je vous dirais que la charge, la course, c'est tel que tel. Surtout qu'avec un point de commandement, je peux avoir un 6. Je peux l'avoir. Tu sais, ça sauve des points de commandement, peut-être. Mais moi, c'est le casting. Le casting peut être vraiment intéressant à ce niveau-là. Là. Surtout quand on voit justement sur un cataleur qu'on peut avoir des sorts qui sont vraiment intéressants. Ça peut être un bel ajout, à mon avis. Et finalement, l'artefact peut avoir une belle utilité aussi. Une fois par partie, en dedans de 3 pouces dans la phase de combat, un adversaire peut avoir moins 1 to hit et moins 1 to wound. Donc, ça peut être bien pour neutraliser justement, là, je dirais, pour neutraliser une grosse unité une fois par partie. Oui, c'est significatif. Moins 1 to hit, moins 1 to wound, tu t'affaiblis significativement une unité. Oui, puis si on cumule avec les autres malus disponibles pour la touche dans l'armée, la Shining Company, les Spirits of the Mountain, Shrine, il y a un Geminids qu'on peut avoir aussi. On peut rapidement neutraliser une unité là, de façon assez solide, je vous dirais. Là. C'est des 6 vides, donc comme vous pouvez voir, il y a vraiment du choix. Ça va vraiment aller plaire à beaucoup de styles de jeu différents. Donc, je pense que les joueurs luminettes vont avoir l'embarras du choix pour leur sous-faction. Donc, en plus d'avoir 2 nouvelles villes, on a aussi, évidemment, des traits de commandement, des artefacts qui sont nouveaux. On a un nouveau sort de magie aussi auquel va avoir accès Peclis. Peut-être nous en parler un petit peu de ces ajouts-là. Oui, dans le livre original, on avait uniquement 2 tables d'artefacts, traits de commandement. On avait la table Sinari, donc avec uniquement la cataleur. Et là, on a même rajouté en fait un trait de bataille pour la caste Sinari qui s'appelle Deep Thinkers. Donc, essentiellement, un mage Sinari peut être en mode contemplatif pour une ronde et ça fait en sorte qu'il va gagner un peu le pouvoir de Teclis. C'est-à-dire que sa prochaine phase de héros va pouvoir faire un sort casté automatiquement à une valeur de 9. Donc, OK. Honnêtement, je ne pense pas m'en servir tant que ça parce que généralement, les sorts de la cataleur ou peu importe la casse, je veux que ça passe maintenant. Il y a tellement de buffs, en fait, de possibilités dans l'armée pour fidéliser les jets de cast ou peu importe que, OK, ça fait très, très thématique, c'est intéressant, puis c'est une possibilité, mais je ne pense pas que ça va être tant que ça en jeu. Autre que peut-être chevaucher les castes. Exemple, j'ai 2 cataleurs qui ont le même sort. Un tour, exemple, une qui contemple, l'autre qui casse, l'autre tour, c'est l'inverse. Donc, pour toujours avoir le même sort. Mais là, on parle d'un investissement de points qui double. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine? On pourra s'en jaser une autre fois. Mais donc, ça, et le reste ne change pas. Artefact, comment ça ne change pas. Mais on a 2 nouvelles tables. La table des Vanari. Donc, Vanari qui est la caste guerrière, la caste avec le Lord Régent, entre autres choses, et celui avec la bannière. Donc, on a des nouveaux artefacts, on a des nouveaux traits de commandement. Il n'y a rien qui saute aux yeux.
Je vais être clair comme ça. Au niveau, par exemple, des traits de commandement, on joue beaucoup sur les command points, qui est un peu l'objectif, le but du Lord Régent. Des points de commandement, c'est pas une armée qui en nécessite tant que ça sur leur War Scroll. Et il y a tellement de façons d'en avoir, ne serait-ce qu'avec la belle Shrine Luminor qui est gratuite. Tu sais, je pense, et de toute façon, je pense que l'écrasante majorité des joueurs vont jouer une grande ville dont le trait est imposé. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qui va revenir souvent. Les artefacts, il n'y a rien qui saute aux yeux nous aussi. On a quelques habiletés au niveau des sorts. On peut courir et charger. Bon, OK, intéressant. Mais en même temps, on n'a pas vraiment des héros qui veulent non plus charger. Puis on n'a pas vraiment des gros beatsticks. On n'a pas des héros qui sont très, très agressifs puis qui sont des bêtes en combat. Là. Donc, honnêtement, c'est correct, c'est bien d'avoir des options, mais c'est rien de fantastique. Mais on a aussi, bien sûr, on a le nouveau temple, donc les Hurricanes. Et c'est là que moi, je trouve ça super intéressant. Donc, chaque cast un peu a ses habiletés de cast. Et Huracan, dans le fond, on a une habilité qui fait en sorte que lorsqu'on charge, en fait, on compte comme étant avoir la règle vol. On peut faire un pile-in de 3 pouces additionnel. Et les Huracans n'ont pas à pile-in vers le modèle le plus proche. Donc, on peut pile-in, pile-out, on peut faire ce qu'on veut avec ça. Et ça, là, j'ai vraiment hâte de voir des matchs avec ça. On a un ami chez nous là, qui veut jouer cette portion-là de l'armée. J'ai vraiment hâte de voir toutes les possibilités qu'on va pouvoir tomber en situation de partie, voir « Hey, je peux faire ça. Oh, OK, je peux locker telle unité. Ah, OK, je peux. » Ça va tellement récompenser les bons joueurs. Oui. Ça. Exact. Fait que, je pense, en fait, ça ouvre un monde de possibilités qui est vraiment intéressant, je pense. Là. Donc, ça, c'est l'habilité. Donc, tout ce qui est Huracan, le Wind Mage, l'esprit du vent, puis les Wind Chargers, dans le fond, ont cette règle-là, à l'instar des Alarites qui ignorent le Ren dans leur Mountain Stance, et ainsi de suite. On a également quelques traits de commandement. Peut-être celui qui est peut-être le plus pertinent, c'est Lore Master, un sort de plus, le même que la caste Sinari a. Au niveau des artefacts, il n'y a rien non plus qui... il y en a un, en fait, qui peut être intéressant, mais encore là, je peux faire retraiter une unité qui est engagée au corps à corps une fois par partie. Encore là, le seul héros qui peut l'avoir, c'est un Wind Mage. Est-ce que je veux vraiment avoir mon Wind Mage en corps à corps? Peut-être, je ne sais pas. Ça pourrait être intéressant. Mais c'est au début de la phase de mouvement ennemi. Donc, si je le charge, je dois encaisser un tour de combat. Un Wind Mage, c'est pas très, très endurant non plus. Et pour les quelques sorts qu'on peut avoir dans quelques instants, je pense qu'on veut le garder le plus loin possible des ennemis. Un 5++, OK, fine. C'est correct. Mais il n'y a rien qui saute aux yeux vraiment là, dans les artefacts. Donc, c'est un petit peu ça, les nouveaux artefacts, traits de commandement. Et on a bien sûr un nouveau domaine de magie qui va avec le nouveau temple du vent. Donc, 6 sorts. Donc, Teclis vient de gagner 6 sorts. Chapeau. Donc, déjà qu'elle n'avait pas assez. Puis, je pense là-dedans, il y en a 2 qui sont potentiellement game breaking. Un qui vient vraiment amener quelque chose que l'armée n'avait pas. Un autre qui peut être très efficace avec Teclis. Et un autre qui peut être vraiment intéressant. Mais encore une fois, c'est des sorts dont la portée est courte. Mais quand on joue Teclis, souvent, on va avoir le Spell Portal. Donc, ça ouvre des possibilités encore une fois. Les 3 sorts que je retiens, en fait, Howling Gale, c'est le sort numéro 2. Une unité en dedans de 12 pouces et l'unité ne peut pas être affectée par des habiletés de commandement. Donc, on peut vraiment, des armées qui se basent sur leurs habiletés de commandement, on peut juste vraiment shut down cette unité-là de façon vraiment intéressante. Et l'avantage, c'est qu'un Wind Mage, ça bouge vite. Donc, la portée peut quand même être mitigée de cette façon-là. Donc, là, on voit la catalère qui renvoie des malus à la bravoure, peut pas utiliser de point de commandement, donc on peut pas éviter le jet de déroute. Donc, voilà. Ouais, il y a plusieurs possibilités. Oui, il y a des belles possibilités. Je pense que je vais le dire souvent dans la vidéo. Là, ce que le livre offre, en fait, c'est des options, c'est des possibilités. On n'est pas condamné à avoir 80 sentinelles pour avoir une liste compétitive. On peut vraiment, il y a plusieurs choses qu'on peut tabler. Puis, je lance un petit quelque chose là. Je garde en tête, moi, je pense que ce livre-là a été écrit avec une prochaine édition en tête. Donc, qui peut-être justement a certaines règles sur la bravoure. Il y a beaucoup de règles sur la bravoure.
Donc, est-ce que la Bravo va être appelée à changer? Peut-être plus important dans la partie, on ne le sait pas. Mais bref, en tout cas, je laisse ça comme ça. Et peut-être que les Internets me diront que j'ai été très, très dans le tort dans quelques mois. Bref. Les deux autres sorts, on verra. Les deux autres sorts qui sont vraiment intéressants. Burning Simoom, j'adore le nom, Simoom. Je sais pas, ça coule. Bref, c'est un sort, encore une fois, à 12 pouces. Et ça, ce sort-là, j'ai vraiment Teclis en tête. C'est un sort anti-horde. On lance un dé par modèle de l'unité. Sur un 6, c'est une blessure mortelle. Puis si, bien sûr, et c'est là que Teclis entre en jeu, si le sort a été enchanté avec un jet de 10 et plus, comme Teclis fait de toute façon tout naturel, ben, ça fait des blessures sur des 5+, à chaque personne de l'unité. Fait qu'on parle d'un sort qui peut effacer le tiers d'une unité à un seul point de vie, sans trop de difficulté. Mais Witch Elves ne sont pas heureuses. Non, exactement. Et puis même des unités, exemple, comme des mélusailles, souvent, on voit souvent des unités de 10 mélusailles, ben, perdre un 5 mélusailles sur une unité de 20, c'est quand même, pas sur une unité de 20, pour vrai, c'est perdre 7, environ 3, presque 4 mélusailles. C'est quand même quelque chose qui est intéressant aussi, là. Donc, sur un bon jet, on peut vraiment décimer des unités. Donc Teclis qui peut invoquer ça gratuitement, c'est très très bon. Et le 6e, c'est après tout ce qui manquait aux luminettes, la seule chose qu'on dit, ben, il n'y a pas ça, c'est du téléporte. Ben, maintenant, il y a un sort de téléporte. Okay, voilà. Un classique téléporte, on met à 12 pas, à 9 pouces l'ennemi, qui s'appelle Transporting Vortex, donc tout à fait original. Donc voilà. Fait que mais donc maintenant, Teclis a accès à 22 sorts en tout et partout, plus jusqu'à 3 sorts persistants. On peut dire que c'est bon magicien. Oui, option, c'était le mot-clé. Hein? Option. Ouais. Tout à fait. Super. Donc voilà, c'est un peu tout ce qui est nouveau en frais. Le reste, là, les domaines de magie à la rite et aussi la magie de Ish, dans le fond, le domaine pour les Scinari n'a pas changé. Ce sont les mêmes choses. En tout cas, jusqu'à maintenant, c'est vraiment un super beau Battle Tome qui va être vraiment le fun pour les joueurs luminettes. Et on a un beau nouveau jouet aussi, une pièce de terrain exceptionnelle. Ah oui, ben, à tous les sens du terme, en fait. Là. La beauté, c'est très belle pièce. Oui, absolument. Je l'ai expérimenté dans 2 parties, je pense. Je parle de la Shrine Luminor. Donc, et c'est toujours le fun de voir que c'est gratuit. Beaucoup de très, très, très bonnes choses avec cette pièce de terrain-là. L'habilité de base, en fait, c'est une pièce qu'on peut placer dans notre zone, dans notre territoire, en fait. Et c'est une pièce qui peut être garrison, je ne sais pas c'est quoi le terme en français, mais garnison. Garnison, bon. On peut avoir une garnison de 1 héros qui, bien sûr, n'est pas un héros qui a le keyword monstre. Donc, n'importe quel héros à pied peut faire le travail. Et donc, la shrine en tant que telle nous donne à chaque phase de héros une relance pour faire un sort, pour dissiper un sort ou pour dissiper un sort persistant. À 12 pouces. Donc, déjà là, d'avoir une relance comme ça, puis c'est autant un sort pour unbind que pour faire un sort. Fait que c'est vraiment à chaque phase, ça fonctionne. Pour une armée de magiciens, je vais le prendre à bras ouverts. Et la beauté, c'est qu'en fait, à partir de la 2e ronde de bataille, si la shrine a une garnison d'un héros, la portée augmente à 24 pouces. Donc là, je peux vraiment aller chercher très, très loin les relances. Et parce que c'était pas suffisant comme bonus, si la shrine a une garnison, le héros peut utiliser une habilité de commandement gratuite par tour. Pas par ronde, par tour. Donc, autant dans mon tour que dans celui de l'adversaire. C'est tellement fort. Je pense que je regarde mon chaudron des Ogre, puis je me dis, ouais, on n'est pas dans la même ligue, là, on ne joue pas au même jeu, là. Ouais. Non, puis tu sais, je veux dire, puis là, on jase, on parle un peu des facteurs multipliants. Tu sais, on parle donc d'un potentiel de 10 points de commandement gratuits. On garde un point de commandement, ça vaut 50 points. Donc, on parle d'une habilité qui a une valeur potentielle de 500 points. Maintenant, on va encore plus loin. On joue Iliata. Donc, chaque habilité de commandement peut affecter 2 unités à proximité. On parle de potentiel de 20 points de commandement qui peuvent être utilisés à ce niveau-là. Donc là, on multiplie. Là.
Fait que, tu sais, l'IATA, ben, OK, parfait, ben, je vais avoir mes archers qui vont à chaque tour relancer leur 1 pour toucher. Je vais avoir, par exemple, des unités de Warden qui, à chaque tour, vont relancer leur 1 de sauvegarde au corps à corps. Tu sais, on commence à empiler, là. Donc, c'est gratuit. J'ai très hâte à la fin du vidéo où tu vas nous partager où tu vois les luminettes dans le méta, mais j'ai l'impression qu'on a une direction ici, on a un indice. Là. Disons que c'est plus dans le haut que dans le bas, présentement. Ça ressemble à ça. J'ai encore un peu de temps pour changer d'avis, mais je pense pas. Donc, super, puis esthétiquement, elle est super belle cette pièce-là aussi. Là. C'est une chose, en fait, qu'il faut souligner, Games Workshop. Dans la gamme d'Age of Sigmar, il n'y a pas grand miss. Il n'y a pas grandes pièces qui sont hors place. C'est vraiment le feeling de l'armée. C'est beau, ça flotte sur un rocher. C'est fantastique. C'est ça, oui, c'est superbe. Donc, on passerait aux nouvelles unités. Oui, tout à fait. En fait, je vais faire un survol rapide des unités autant parce que dans le nouveau Battletome, en fait, là, ils ont été reclassés par caste. En fait, donc, c'est pour une lecture peut-être plus facile pour ceux qui ont le Battletome, pour éviter là, de se propager un peu. Là. On va commencer avec les 2 personnages nommés. Je vais faire un survol très, très rapide. Teclis. Donc, Teclis, je pense que sans avoir changé une seule ligne du War Scroll, est devenu à ce point-là meilleur à cause qu'il a accès maintenant à 6 nouveaux sorts, polyvalence, option. Maintenant, parce que je peux casser n'importe quel sur 10 automatique. Je peux casser n'importe quel automatique, point, si j'en fais juste un. Mais tu sais, normalement, je vais faire 4 sorts à 10. Téléporte là, je vais passer le miroir. C'est voilà. Super bon. Ben, je trouve que là, ici, le téléporte, si tu joues Teclis, c'est vraiment fort. Là. C'est une option en fin de partie. Oh, le gars, je vais aller téléporter, puis je vais aller chercher l'objectif qui est là-bas. Ou c'est tellement fort d'avoir accès à ça en fin de partie, comme ça, quand tu vas en avoir besoin. Et le reste du temps, il y a quand même encore 21 autres sorts qu'il va pouvoir lancer s'il n'y a pas besoin de téléporter. C'est quand même à préciser. 22 est le chiffre exact. Par contre, il ne peut pas faire protection de Teclis et protection de Ish. Donc, vraiment, il est limité à 21 sorts. Donc, il faut quand même le préciser. Ah oui. C'est tellement fluff aussi, parce que dans Broken Realms, là, dans le fluff, dans l'histoire, on voit à quel point Teclis est un magicien incroyable. Il tient tête à Nagash sur le plan de la magie. En fait, même, il dissipe des sorts de Nagash comme si c'était rien. Donc, on ne dévoilera pas de punch, là, mais j'invite les gens à aller lire ce fluff-là. Mais c'est vraiment superbe. On voit que c'est un magicien de très haut niveau, puis le War Scroll le rend bien. Je pense que c'est correct là, avec des magiciens comme ça. C'est la même chose dans les OBR. Arcane connaît tout le domaine de magie des Ossiarch Sweeper. Nagash aussi. Ça n'a pas de sens quand tu joues Nagash qui ne connaissent pas le sort d'un autre sorcier alors que c'est lui le chef de la mort. Fait, pour des personnages comme ça, des grands magiciens comme ça, je trouve que c'est super bon qu'il ait accès à tous les sorts. C'est juste que là, Teclis est rendu vraiment, vraiment fort. Déjà qu'il était vraiment, vraiment fort. Là, on vient encore d'y rajouter des options intéressantes. Je vais juste verser une larme de sève pour Alarielle. Oui. Elle aura son heure de gloire dans un futur Broken Realm, j'en suis pas mal convaincu. Pour ceux qui ont lu le Broken Realm Teclis, je pense que clairement on peut voir des belles choses pour les Sylvanettes. Un printemps fleuri peut-être. Voilà. Mais, et en fait, puis je veux juste, les choses peuvent changer, le War Scroll peut changer. Je tiens seulement à dire qu'il reste encore 2 autres temples à révéler pour les Luminettes. Je dis ça, je dis rien. C'est bon. Fait on pourrait passer donc à l'étape potentielle de quand même 34 sorts. On verra dans quelques années peut-être. Mais donc, Teclis, encore une fois, je pense que c'est très, très bon. Même, je me rappelle dans la première vidéo, je disais que c'est un auto-include. À l'époque, qu'il y avait peut-être moins de choix. Je m'étais un peu rétracté. Je pense pas que c'est auto-include. Je pense qu'il est très, très bon. En fait, la liste, option. Si on veut baser une liste là-dessus, il peut être très, très bon. Puis surtout, ce qui ressortait, c'est que Teclis, c'est un mage de support. Je veux dire, il fait des sorts de support. Mais maintenant, on rajoute le sort du vent qui fait des Mortal Wounds sur des 5+ à chaque modèle d'unité. On a son sort Storm of Searing White Light qui peut faire jusqu'à D6 Mortal Wounds sur des unités. C'est pas tant du support, ça.
Ça commence à faire du dommage. Là. C'est agressif. Ouais, puis si on peut ajouter un petit Geminids par-ci, on peut en rajouter des choses. Là. Fait que c'est Teclis pour un 660 points. Ceux qui ne l'aimaient pas l'aiment peut-être un petit peu moins encore aujourd'hui. Donc, et ceux qui l'aiment beaucoup, ben, l'aiment peut-être un petit peu plus. Donc, voilà. Donc, Teclis, très, très bon. Eltarion, il n'y a rien de changé. Je pense pas que c'est une avenue compétitive. Oui, il est vraiment intéressant au combat, mais tu sais, pas d'artefact, pas de trait de commandement, on peut pas vraiment le buffer, c'est Ether Quartz, ça ne sert à rien. Puis, ben, c'est quelque chose qui va tomber avec des Mortal Wounds comme ça. Donc, belle pièce, superbe pièce, fantastique pièce, mais je pense pas qu'il y a rien, le livre n'a rien amené de nouveau pour lui, essentiellement. Si on tombe dans la nouvelle, en fait, dans la caste Vanari, qui est tout nouveau, qui est tout nouveau, en fait, dans ce livre-là, on a Lyriar Ultral, qui est un nouveau personnage nommé Dimetrika, qui est le champion de Tyrion, et sa version générique, le Lord Régent, qui amène quand même, puis encore une fois, Vincent, je pense que c'est toi qui l'avais dit, on déplorait dans le premier review comme quoi, on n'a pas un général militaire, un guerrier monté, et là, on l'a. Donc, en fait, sous deux incarnations, une incarnation nommée Dimetrika, qui, encore une fois, il n'y a aucun bonus Dimetrika qui s'applique à lui, et une version normale. Les deux habiletés intéressantes que ces héros-là ont respectivement, une est liée, en fait, au niveau du Ether Quartz. Donc, on peut justement, essentiellement, ajouter des bonus au jet de casting tant qu'il possède une dernière réserve d'Ether Quartz, parce qu'un des artefacts Vanari qui permet d'avoir une deuxième réserve d'Ether Quartz. Si on joue en Siar, on tombe à 3 réserves d'Ether Quartz. Fait qu'il y a quand même des façons de monter ça. Donc, il y a des bonus, justement, le temps aussi longtemps qu'il a encore... et j'ai dit ça, oui, Cassillon et pour se faire toucher aussi, excusez-moi. Donc, c'est deux bonus intéressants. Et l'autre façon, ben, c'est son sort, donc Greater Power of Ish, qui est une version multiples unités du sort que les vanilles connaissent de base, qui font des Mortal Wounds sur du 5 au lieu de sur du 6. Mais ce sort-là, donc, au lieu que ça se casse sur du 6, ça se casse sur du 7. Et ça affecte des 3 unités luminettes qui vont activer leur Sun Metal Weapon sur du 5 au lieu sur du 6. C'est bien, mais encore là, tu sais, je pense que c'est intéressant. Surtout si on roule ce 3-là, en fait, ça permet que les unités Vanari puissent faire d'autres sorts que Power of Ish sans dépenser un quartz. Ce qui n'est pas triste, parce que d'excellents sorts que les Vanari ont accès, Total Eclipse, qui fait que chaque point de commande coûte le double. Entre autres, c'en est un justement qui est toujours plaisant à caster. Protection de Ish, le 5++. Non, option. Ça revient à ça, option. Et le personnage nommé, une petite règle très, très cosmétique, là, si Teclis n'est pas sur le champ de bataille, parce que lui, c'est le champion de Tyrion, à chaque phase de héros sur un 2+, je gagne un point de commandement. Mais comme on l'a vu, en fait, c'est même pas des héros qui ont des habiletés de commandement de base. Donc, bizarrement, c'est des généraux, mais ça fait un peu bizarre. Bref, il n'y a pas vraiment d'habilité de commandement dans ce livre-là. Donc, on génère plein de points, puis avec la Shrine, on génère plein de points. Donc, je trouve que c'est des habiletés qui sont un petit peu perdues. Je ne vois pas spammer les points de commandement, mais avec la Shrine, on peut déjà le faire. Si on veut jouer une faction qui en joue beaucoup Liata, ça double. Je ne vois pas tant l'utilité. 150 points pour le Lord Régent, je pense 210 pour le personnage nommé. Troisième et dernier modèle Vanari, qui est un ajout, c'est le Banner Blade. C'est le porte-étendard. Très, très bof comme War Scroll. Un profil intéressant quand même pour un 4 attaques, c'est bien. 2+, 3+. Un drain, un dommage. OK, correct. Rien de... 3+ de sauvegarde quand même, c'est intéressant. Ses habiletés, en fait, il y a aussi des Sun Metal Weapon, donc il peut faire des blessures mortelles. Par contre, n'est pas un magicien. Donc, ça prend absolument un Lord Régent ou Lyria pour... en fait, on peut même pas augmenter, mais on peut le faire avec l'habilité, le sort Power of Ish pour les faire passer à du 5+. Mais lui-même n'est pas un magicien, on ne peut pas activer ce sort-là. Et l'autre chose, c'est sa bannière, en fait, là, qui augmente la bravoure des unités luminettes. Donc, c'est plus 1 de bravoure dans la portée de 18 pouces, plus 3 de bravoure si la bannière elle-même est au combat.
Bon, présentement, l'aspect bravoure, c'est peut-être pas quelque chose qui est si pertinent, surtout quand on sait qu'on a une cataleur qui peut servir elle-même de beacon, de phare de leadership pour annuler un jet de Battleshock sur un 2+. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Pas tant. L'autre habilité, c'est qu'une fois par bataille, au début de n'importe quelle phase, le Banner Blade peut activer sa bannière et lance un dé pour chaque unité ennemie en dedans de 18 pouces. Et si le jet est égal ou moins que le numéro de la ronde, ben, l'unité subit des 3 blessures mortelles et va soustraire de 1 à ses jets de touche pour le restant de la phase. Correct. Toujours intéressant, surtout si on attend, par exemple, au niveau 3e ronde, 4e ronde, mais rendu là, est-ce qu'on a vraiment besoin de. Parce que si on le fait à la ronde 2, ben, 1 ou 2, c'est pas très fiable. Déjà 3, 50% des chances. Fait qu'on veut vraiment attendre à la ronde 4, mais à la ronde 4, il reste moins d'unités ennemies. Est-ce que la bannière est encore vivante? Donc, je ne vois pas vraiment de synergie intéressante à bâtir autour de ce modèle-là, personnellement. Le -1 tweet potentiel à toutes les unités est intéressant, mais tant qu'à ça, j'aime mieux prendre Avalanor qui le fait la même chose dans un Area of Effect. Donc, pas quelque chose qui est si intéressant que ça. Fait que la case Vanari, des beaux modèles, mais ça manque de wow. Disons. On va y aller avec ça. C'est dommage un peu parce qu'en tant que joueur Warhammer Fantasy Battle, je me souviens des grandes bannières. Chaque armée avait sa grande bannière. Puis j'aimais ces modèles-là. J'aimais l'idée aussi qu'une armée va au combat avec la grande bannière. Ça a été le fun que la grande bannière des Luminettes, qui est une des rares armées qui en a une, que cette grande bannière-là soit vraiment bonne et qu'on la voit plus souvent sur le jeu. Ça aurait été intéressant. Ouais, c'est vraiment emblématique dans la Fantasy Battle. Là, je pense que la plupart des armées partaient jamais de la maison sans une grande bannière, effectivement, là, avec les bonus que ça conférait. Là, on reste un petit peu sur notre fin, disons. Je vais le dire comme ça. Et la portion Vanari se complète avec les 3 unités qui existent depuis le début du lancement de la gamme de figurines, soit les sentinelles, les archers. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de présentation. Ce sont des snipers de héros hors pair. Donc, c'est une unité qui peut potentiellement faire des mortal wounds sur du 5+ à distance, sans ligne de vue. Et là, maintenant, en plus, avec un sort de téléportation, on peut encore plus les déplacer au besoin. Bon, si on joue, par exemple, la ville d'Alumnia, on peut les faire bouger avant la bataille si vraiment on est hors de portée du héros qui est très, très loin. Tu sais, Sentinelle, je pense que voilà. Les Warden, qui sont très, très intéressants aussi. Donc, même chose, les Mortal Wounds sur du 5+, des bonus s'ils attaquent une unité qui a chargé et qui sont ligne, la seule unité vannerie qui est pure ligne, mais qui rend des sentinelles ou des Dawn Riders ligne également. Donc, toujours intéressant d'avoir une ou 2 unités. Très, très bonne unité défensive à ce niveau. Puis même offensivement, on va vraiment rouler pour les blessures mortelles. Fait que les bonus, en se faisant charger, intéressant, mais le réel dommage va venir des Sun Metal Weapons. 3e unité, donc, qui est les Dawn Riders, donc la cavalerie. Encore une fois, Dawn Riders, bien, très, très spécifique comme utilité, vraiment contre des armées, contre des hordes. Mais maintenant, bon, on a aussi une nouvelle unité qui peut avoir le même impact. On peut avoir également un sort, le sort du Wind Mage qui peut avoir le même impact. Donc, mais c'était à l'époque la seule unité mobile qui permettait de prendre des objectifs. Avec l'avenue des nouvelles unités, bon, c'est peut-être un peu moins nécessaire, mais ça reste quand même une unité qui est intéressante. Sur un flanc, pour aller prendre des petites unités. Donc, je peux très, très bien voir dans Lumnia, encore une fois, on les fait bouger avant la partie. On peut faire l'Ambient Light pour faire relancer des jets de touche pour tout ce qui tire. On les refait bouger, ils peuvent charger. Donc, c'est très, très mobile. Donc, intéressant le mouvement dans ce jeu-là. Je pense que c'est ce qui est super important. 2 nouvelles unités qui font l'entrée aussi dans la gamme Vanari pour des unités. La Star Shard Ballista, donc une baliste, pour 100 points. Un profil qui semble intéressant quand même. 2 attaques, on peut monter là, à une attaque de plus là, si l'unité n'a pas bougé, en fait. 3+, 3+, -2 D3. Le -2 est vraiment intéressant, le D3 là, un petit peu moins. Portée de 30 pouces, donc quand même une bonne portée aussi.
quelques malus là, lorsqu'on un 6++, en fait, on ignore les blessures sur un 6+. Et une fois par partie, en fait, on peut également là, aveugler l'unité sur laquelle on tire pour donner un autre malus de moins pour toucher. Un autre malus qui semble être assez perpétuel dans l'armée aussi. 100 points, pas de blessure mortelle. Bon. J'ai fait les stats dessus. S'il n'y a pas le bonus avec le héros, puis le bonus parce qu'elle n'a pas bougé, elle fait du 1.4 à peu près, fait que tu es nettement mieux avec tes sentinelles dans ce cas-là. Mais si tu réussis à placer ton héros à 24 pouces pour avoir le bonus, puis que la balise n'a pas bougé, bien là, on est rendu avec du 2.8 de dégâts, ce qui fait un ratio qui est correct, là, pour du tir qui est bon. Puis j'aime bien son habileté. Une fois par bataille, le moyen to hit, si tu le times bien, tu vas le timer dans le tour de bataille où ça compte. Là, où c'est par balise. Si tu en as plusieurs, tu peux vraiment répartir tes moyens. C'est intéressant. C'est juste que je trouve qu'il y a tellement d'autres façons de faire des moyens to hit dans cette armée-là. Je ne vois pas nécessairement l'utilité. Puis l'autre chose, c'est oui, le Mathammer, c'est bien, là, puis c'est parfait. Mais en même temps, c'est que si je regarde, parce que c'est sûr que la balise va être comparée inévitablement avec les sentinelles. Les deux unités de tir, les sentinelles, tu peux mettre un -4 pour toucher. Je fais des Mortal Wounds sur du 5+. La balise, tu fais un -4 pour toucher, je fais rien. Donc, il y a ces éléments-là qui sont à jouer aussi là-dedans. Là. Et le fait que c'est des blessures mortelles, ben, OK, contre la grande majorité des unités, il n'y a aucune sauvegarde contre ça. Même un -2, ben, tu me fais 2 blessures à 6+, je roule double 6, ben, ta balise n'a rien fait. Alors que contre des blessures mortelles, j'ai aucune possibilité de rouler, à part pour certaines unités, bien entendu. Là. Fait que, pour 40 points de plus. Mes calculs m'amenaient à la même chose que toi, Alex. Je pense que la balise, si on a bien placé, elle a un bon ratio, mais tes sentinelles sont nettement plus fiables. Tes sentinelles, pour sniper un héros, ils n'ont pas le moyen to hit pour le pogner parce qu'ils vont le tuer avec les blessures mortelles. Peu importe le type d'armure. Puis là, présentement, on a beaucoup d'armées avec des armures de 2+, 1+. Les blessures mortelles sont plus intéressantes. Fait que je pense encore que c'est les sentinelles qu'on va jouer bien plus que les balistes. Là. Les sentinelles, c'est plus de modèles pour les objectifs. Ils vont être très souvent en ligne dans une armée à cause des Wardens qui vont les rendre ligne. Peuvent faire un sort, peuvent dissiper un sort, peuvent dissiper un sort persistant. Je veux dire, bon. Puis en plus, ont peut-être plus d'usage pour le Red Quartz que la baliste, par exemple, pour faire un sort de plus, pour relancer un jet de casting. C'est très, très high health là, pour ceux qui ont joué à Fantasy Battle. La baliste, les arcs, les lances, la cavalerie. Mais je pense que ce n'est pas nécessairement un ajout qui va amener grand-chose à l'armée. Le bataillon, on va peut-être le voir plus tard, là, est intéressant, mais encore là, entre 3 et 5 balistes dans une armée, c'est quand même beaucoup de balistes. C'est un investissement substantiel en poids. Et l'autre ajout qui amène une autre dimension vraiment intéressante, au début, je n'étais vraiment pas vendu, mais je me suis résigné à l'essayer dans une partie prochaine. Ce sont les Blade Lords. Donc, les Blade Lords, c'est une unité, puis encore une fois, Vincent, je me rappelle, tu avais mentionné dans la première vidéo, où sont mes Swordmasters? Donc, ils sont là, les Swordmasters, donc une unité des maîtres d'épée, en fait, là, et on a cette unité-là qui amène certaines choses. Tout d'abord, un profil d'attaque qui peut se diviser en deux, soit pour vraiment faire un dommage précis, donc touche automatique, blesse sur un 2+, 2 drain, un dommage. Donc, ça vient enlever tous les malus pour toucher. Ben, il reste 1 ou 2 points de vue sur un héros. Allons-y. Et aussi, si on est enseveli d'adversaires, ben, on peut avoir un mode un peu plus boulinette. Donc, on calcule le nombre de modèles en dedans de 2 pouces de chaque modèle et c'est le nombre d'attaques qu'il va avoir avec un profil, bien entendu, qui est beaucoup moins agressif qu'un 2 de rend, des blessures sur du 2+. Donc, qui touche sur du 3, blessure sur du 3, pas de rend, un dommage. Donc, OK, c'est une unité qui est peut-être plus anti-horde, mais les Dawnriders sont meilleurs à tout point de vue parce qu'ils font des blessures mortelles, ont plus de mouvement, ont plus de portée. Donc, à quoi servent-ils? Ben, ils peuvent ignorer les sorts et les sorts persistants sur un 4+. Toujours bienvenu, toujours intéressant. Mais l'habileté, en fait, qui les rend, je pense, attrayants, c'est le fait qu'ils sont essentiellement des gardes du corps pour les Scinari. Donc, pour les mages. Donc, si une unité, je pense que c'est 3 pouces, ouais. C'est un modèle Scinari, donc on va le voir, la Cataleur, bien entendu, mais on a aussi le Caligrave et le Lore Seeker.
si ces modèles-là sont alloués une blessure, ils peuvent la transférer sur une unité de Blade Lord à 3 pouces sur un 2+. Ça donne essentiellement, pour une unité de 5 Blade Lords qui ont 2 points de vie chacun, 10 points de vie de plus à un héros Scinari. Pour la Cataleur qui a des habilités à couper le souffle, c'est gros. Dans mes parties test, la Cataleur est un modèle qui est ciblé de façon instantanée par les adversaires. Et quand elle a réussi à survivre, ce qui n'a pas été le cas très très souvent contre mes adversaires, elle a pratiquement été game changing. Elle a été littéralement là, incroyable. Donc je me dis, est-ce que en prendre 5 a un effet dissuasif? Ça permet qu'elle puisse durer plus longtemps et faire justement les trucs qu'elle peut faire. J'en suis rendu là. Je vais tenter une liste avec 5 Blade Lords comme garde du corps prochainement. Je suis très, très curieux. Quand on prend des Blade Lords, on ne les prend pas pour leurs dommages. Ils ont un profil intéressant. Puis, s'il y a une unité pas loin, bon, on peut faire quand même un peu de dommages, mais ce n'est pas la raison pour laquelle on les prend. C'est vraiment pour qu'ils puissent protéger les héros qui sont vraiment intéressants, qui sont névralgiques. Tout de suite, quand je pensais à ça, je pense à l'impact que les Auric Earthguard ont dans les Fire Slayers pour protéger les héros qui sont les piliers de leur armée, qui donnent tellement de buffs aussi. Donc, je sais à quel point c'est frustrant de jouer contre des Fire Slayers pour enlever ces héros-là. Donc, je pense que l'impact va être similaire. Est-ce que 120 points, c'est trop cher à payer? On verra. Mais certainement, ça vaut la peine d'essayer, je pense. Dans les nouveaux modèles Vanari, là, je pense que c'est ceux qui sont peut-être les plus intéressants à jouer dans un mode plus compétitif. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai fait les stats sur les attaques. Puis lorsqu'on prend leur attaque précise, même les lanciers, même les Warden font mieux en termes de dommages. Ils deviennent meilleurs. En passant, juste une petite chose intéressante, si vous voulez savoir, il faut qu'il y ait en moyenne 3,6 modèles autour de chaque bonhomme pour que ça vaille la peine d'utiliser leur moulinette plutôt que leur attaque précise. Donc, à 3,6 modèles en moyenne ou plus, là, ça devient plus intéressant. Puis là, si on a 6 modèles, mettons qu'on a des petites bases de 1 pouce, puis là, ils deviennent quand même leurs moulinettes frappent quand même fort, là. Mais si vous avez juste 1 ou 2 modèles en moyenne ou jusqu'à 3 modèles autour de chacun de vos Blade Lord, vous êtes mieux d'y aller avec l'attaque précise. C'est plus efficace, mais c'est ça fait pas un ratio de dommages qui est très élevé. Les lanciers, elles, font mieux de base. Mais comme tu dis, je pense que l'habileté garde du corps, c'est pour protéger ta Catalar, parce que ta Catalar, c'est horrible, là, son habileté. Peut-être ça va être intéressant, mais c'est quand même 120 points. Il faut réussir à le rentrer dans la liste. C'est 120 points qu'on n'a pas pour des sentinelles ou pour... Ouais. C'est ça. Donc, ça fait partie de mes tests. Je vais voir parce que je les trouve intéressants. Parce que d'ailleurs, on est rendu à la caste Scinari. Donc, la caste Scinari avec la Catalar. Donc, pourquoi elle est si horrible? Je vais faire un retour, même si on l'avait déjà vu. En fait, c'est pratiquement un trio d'habiletés qui sont vraiment intéressantes, je pense, pour l'armée. Puis même, on peut ajouter pour les sorts qu'elle peut avoir. Personnellement, je m'en sers avec protection de Ish pour donner un 5++ en dedans de 9 pouces. Toujours vraiment intéressant. Mais tout d'abord, la Catalar permet, comme on l'a dit précédemment, d'absorber le malus du quartz, le relancer sur une unité. Deuxième habilité, je pense, c'est son sort, qui peut, encore une fois, avec des malus de bravoure. J'ai joué une partie, il me semble que ça fait longtemps que je ne l'ai pas nommé, Pierre-Luc Héroux. J'ai joué une partie contre Pierre-Luc Héroux, mon bon ami Pierre-Luc Héroux, et j'ai réussi à littéralement immobiliser un Léviathan pendant 3 rondes de combat consécutives, parce que, justement, le sort à 18 pouces, chaque fois que le modèle tente de faire un mouvement normal, une attaque de tir, une charge, une attaque de corps à corps, je lance 2 dés. Si je bats la caractéristique de bravoure, il ne peut pas faire l'action. Donc, on cumule avec le -1 de la Catalar qui transfère un quartz. On cumule avec le sort que moi, je joue Voice of the Mountain et l'Alarit qui fait -2 durant son tour, -1 dans le mien. Mais soudainement, on a une tortue qui a 3 ou 4 de bravoure et je vais battre ça sur 2 dés à chaque fois. Fait que, tu sais, paf, paf, paf. Donc, je peux vraiment prendre une unité qui a une bravoure de 6-7 en moyenne puis vraiment dire, celle-là, là, tu ne la joues plus. Donc, ça, c'est vraiment pertinent. Et la troisième habilité qui est aussi monumentale, une unité en dedans de 18 pouces, 2+, j'ignore le Battle Shock. J'ajoute les pertes que j'ai subies au Battle Shock d'une de tes unités à 18 pouces.
Profit. Donc, voilà. Et tout ça pour 140 points. Je me fous éperdument du profil. Là, je veux dire, je me fous du... Juste pour ces habilités-là, là, c'est hallucinant. C'est monstrueusement bon. C'est tellement bon. Ouais. Et dans une shrine, ben, au moins pour s'en toucher, également plus une sauvegarde, peut utiliser les habilités de commandement gratuitement. Je mets les Blade Lord autour pour des ablative wounds, comme on dit. Ben, c'est ça. Donc, c'est une unité qui est fantastique. S'ajoute à ça 2 nouveaux personnages, Scinari. Donc, Scinari, Calligrave, qui me laisse un peu le modèle est très, très bien. Je veux dire, le background du modèle est vraiment cool aussi. Il efface des gens essentiellement avec son coup de pinceau. C'est super cool. C'est un modèle, en fait, qui a sa règle principale. En fait, pourquoi on pourrait le jouer, en fait, là. Il y a 2 choses, son sort Erasure, mais son sort est bizarre, dans le sens que il se fait sur 7+. Je prends un héros à 24 pouces. Soit que je lui fais des 3 Mortal Wounds, soit que je le marque. Un héros marqué qui reçoit ce sort-là, ben, ne subit pas D3, mais D6. Donc, on peut argumenter, est-ce que j'aime mieux faire 2 D3 que faire un D6? Donc, refaire le sort, ça signifie qu'il faut que je le réussisse. Il faut que l'adversaire ne l'unbind pas. Et là, ben, je peux rouler le 1 fatidique sur mon D6, alors que 2 D3 aurait fait un minimal de 2. Fait que tu sais, c'est comme, bon, ben c'est... L'autre habilité, donc, c'est Realm Scribe, justement. Je lance un dé, j'ajoute le numéro de la ronde de bataille. Et sur un 5+, pour le restant de la bataille, je choisis un point. Et toutes les unités luminettes qui sont Holy Within 9 de ce point-là vont ajouter 1 à leur casting, Dispelling, Unbinding, et ne prennent pas de Battle Shock. OK. Ben, c'est intéressant, mais le Holy Within 9 d'un point, c'est une fois par partie sur un 5+. Donc, de façon fiable, je veux attendre probablement à la ronde 3, 2, OK, sur un 3+, OK. Mais en même temps, bon, c'est ça le modèle. Parce qu'au niveau du combat, c'est des 3 attaques, 3-3, moins 1 des 3. Très, très ordinaire. Son sort est me. La seule chose qui est pour lui, en fait, c'est que ça reste que c'est un Scinari. Et je voulais mentionner pour les Blade Lords, entre autres, si j'ai un Scinari dans l'armée, une unité par Scinari devient ligne également. Petite mention également. Donc, je ne vois pas une utilité fiable de ce modèle-là. Parce que Holy Within 9, c'est bien, mais c'est très, très spécifique. Donc, c'est bien pour des héros, mais en même temps, +1 tout casse, +1 tout unbind, c'est bien. On a déjà la Shrine qui fait relancer. On a déjà un Quartz qui peut faire la même chose. Je reste un peu sur ma fin. L'autre Scinari, par contre, que j'ai très hâte d'essayer un jour, je suis incapable de le rentrer dans ma liste actuelle, mais il y a vraiment quelque chose de super intéressant à faire avec ça. C'est le Scinari Lore Seeker. Le Lore Seeker a un profil franchement intéressant pour un mage. Il coûte très cher, 160 points par contre. Donc, c'est quand même assez dispendieux. 4 attaques, 2+, 3+, moins 1 D3. Donc, c'est pas un mage ordinaire. Une attaque de tir aussi, 2 attaques, 3+, 3+, moins 2 D3. Donc, c'est quand même vraiment intéressant comme profil. Une règle tout à fait anecdotique qui s'appelle Lore Seeker. Si un ennemi qui a été tué, un héros ennemi en dedans de 3 pouces, qui a un artefact de pouvoir, on gagne un point de commandement. Donc, c'est super comme règle. Ça va souvent arriver. Mais en fait, on le prend pour quelle règle? C'est un mage, mais il n'y a pas de sort à lui. Mais c'est la règle Lone Agent. Cette règle-là, en fait, c'est qu'on peut le déployer sur n'importe quel objectif. Et là, je vais être sûr exactement. Là. Donc, au début de la première ronde de bataille, mais avant de choisir qui a le premier tour, on doit placer ce modèle n'importe où qui a plus de 3 pouces d'une unité ennemie, et pas dans son territoire. Également, si on le place en dedans de 6 pouces d'un objectif et qu'il n'y a pas d'unité ennemie en dedans de 6 pouces de l'objectif, on gagne le contrôle de l'objectif maintenant.
et on le contrôle jusqu'à temps que le Lore Seeker, dans le fond, est dans le 6 pouces d'objectif. Fait que tant que je ne le bouge pas, tant qu'il ne meurt pas, j'ai le contrôle de l'objectif. Il peut avoir 50 modèles sur l'objectif contre le Lore Seeker. Le Lore Seeker va encore contrôler l'objectif. Et là, c'est qu'on tombe, il y a quand même une sauvegarde de 4+. Quand il n'y a pas d'ennemis, en fait, d'unité amie en dedans de 9 pouces, plus une sauvegarde, on le place dans du couvert, plus une sauvegarde. On peut caster les cogs, relance les sauvegardes. Il y a plein de choses qu'on peut ajouter pour avoir un petit elfe sur un élément de décor, sur un objectif qui dit, ben, il est à moi. Donc, 160 points, puis là, on peut aussi avoir, ben, OK, je peux téléporter 5 Blade Lords en donnant 3 pouces de lui. Je n'ai pas le plus 1 de sauvegarde, mais il tombe maintenant avec, parce que 6 points de vie de base, je tombe à 16 points de vie. Donc, c'est une nouvelle mécanique, là, le contrôle d'objectif. J'ai vraiment hâte de voir ça. Ça ne marchera pas tout le temps, mais quand ça va marcher, ça va être drôle. Ben, en passant à des listes, je me suis dit, c'est tellement beau de voir, tu sais, toute l'armée va sur un flanc et le Lore Seeker fait son Gandalf et You shall not pass, je vais rester d'un côté. Donc, venez-vous-en, moi, je vais encaisser le flot pendant que vous allez. Je trouve ça malade. Je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça tellement visuel. Il y a une polémique, par contre, autour de ce modèle-là présentement, c'est que c'est pas un named character dans le sens qu'il n'y a pas, c'est pas Teclis, c'est pas un nom, mais il est unique. Donc, unique, ça lui empêche de prendre des artefacts de pouvoir et un trait de commandement. Est-ce que c'est volontaire? Pour dire, ben, il y a un seul, on a le keyword, dans le fond, la règle Lone Agent, de dire, ben, un seul Lore Seeker, mais en même temps, ça enlève ça. Ou est-ce que c'est un misprint? Est-ce que ça va être corrigé dans un fac? Personnellement, je trouverais intéressant parce que tu as un artefact Sinari qui est absolument pas terrible, en fait, qui donne plus 3 attaques. C'est bien, là, mais sur une cataleur, pas tant. Là, on tombe, si on peut avoir un artefact, 7 attaques, 2+, 3+, moins 1 des 3. Ben, c'est pas triste. C'est honnête. C'est honnête. Voilà. Mais, donc, je trouve qu'il y a des applications de ça. Là. Tu sais, dans les scénarios où les objectifs sont au milieu, tu fais apparaître ce personnage-là de ton côté de la table sur l'objectif, puis après ça, tu vas téléporter une de tes unités de lancier devant, par exemple. Et là, tant que l'unité n'a pas été tuée, puis que l'adversaire n'a pas réussi à passer par-dessus pour aller tuer ton héros, il ne peut pas gagner le contrôle de l'objectif. Fait que ça peut garder l'objectif pendant 3 ou 4 tours. Si on joue avec des Stone Mage, qui sont pas les Stone Mage, mais ceux avec les masses Stone Guard, sont pas tuables ou à peu près. Fait que tu fais téléporter ça devant, c'est pas drôle là, pour l'adversaire. Il y a un objectif qu'il ne peut plus contrôler. C'est pas tant dispendieux. Je veux dire, on joue Imetrica avec un Wind Mage, comme tu as dit, pour le sort de téléportation. 10 Stone Guard qui ignore le 1 ou le 2 Drend. Ben, en langage anglophone et tout à fait légitime, come at me, bro. Tu vas avoir de la difficulté à les passer. Là. Tantôt, la seule chose, en fait, c'est que si tu peux te faire sniper ton héros par la magie, par le tir. Bon. Mais si tu peux divertir toutes ces ressources-là pour tuer un gars avec son staff, victoire. Donc, c'est ça. C'est toutes des choses que je veux essayer aussi. Fait que le Lore Seeker, là, pour vrai, là, je l'adore. Je le trouve. Mais c'est 160 points. Ça fait un trou dans son budget. C'est bon. Je vais passer rapidement sur la portion à la rite. Dommage parce que c'est vraiment autour de ça que j'ai construit ma liste de mes luminins. J'adore. C'est beaucoup des belles synergies. Les Stone Guard, Stone Guard, on peut les rendre à Ignore le 2 Dren avec le bataillon à l'arrêt de Temple, relance leur sauvegarde. Moins 2 Dren sur leurs armes avec le Stone Mage. Moins 2-8 avec le Spirit of the Mountain. On est vraiment. C'est une grosse synergie. Puis ce qui est le fun, c'est que le moins 2 de Rend, là, ça s'applique aussi à Valanor. Ça s'applique aussi à l'Esprit de la Montagne. 3 plus de sauvegarde qui ignore 2 Drend. On est dans la talle de l'Ethereal Amulet d'avant. Là. On est là-dedans. Là. Puis je peux même le monter une fois par partie à 2+, avec un quartz. Fait que ça fait plus Avalanor peut faire et le Spirit aussi plus d'attaque au Stone Guard. Fait qu'il y a vraiment des belles synergies. Ça fait vraiment une armée qui est très, très défensive.
Mais très certainement, là, moi, c'est mon trip. Là. C'est des nains avec des marteaux, là, ça fit. Là. C'est cool. Fait que, c'est vraiment le fun de voir une partie contre des Ogre Maw Tribes, là, que j'avais 10 Stone Guard, qui était, je pense que tous les buffs étaient là. J'avais le 5 plus de la Catalar, j'avais le moins Dren du Stone Mage, j'avais le moins Tweet d'Avalanor, j'avais plus une attaque d'Avalanor, j'avais le Quartz pour monter à 3 plus de sauvegarde, ignore un 2 Dren, le relance et sauvegarde du bataillon. 10 nains qui se font charger par 12 Ogre, puis il y en a un qui meurt. Là. C'est comme. C'est magique. Ouais. C'est magique. Fait que, mais c'est ça. C'est un style. Fait que le temple à la rite, c'est vraiment intéressant, je pense, à ce niveau-là. Mais encore là, c'est pas des auto-includes. Je pense que c'est un style de jeu très, très peu mobile. 4 pouces de mouvement pour les Stone Guard. Les sorts du domaine à la rite ne sont pas si intéressants que ça. Voice of the Mountain qui est intéressant aussi pour le -2 de bravoure et ainsi de suite, mais peut-être pas tant que ça. Ce qui nous amène au dernier temple, dernières nouvelles unités, les 4 nouveaux War Scrolls en fait associés à ce temple-là, soit les Hurricanes en fait. Puis je vais commencer avec le mage, le Wind Mage, qui intéressant, on parle de modèle qui bouge à 16 pouces. Vous allez voir que autant, si à la rite, le thème c'est résilience, le thème pour Huracan, c'est mobilité. Donc 16 pouces de mouvement. Puis chose aussi que j'ai vraiment, en fait, j'ai même pas pensé. Dans le domaine Huracan, une possibilité qui est vraiment intéressante. Puis ça peut aller rechercher différents niveaux de possibilités. La règle de Shining Company. Donc, la règle Vanari que si 3 modèles se touchent, j'ai moins pour les toucher. Une fois que je brise la formation, je ne peux pas la regagner. Parce qu'on la gagne quand on est setup. Mais avec le sort de téléportation du Wind Mage, on setup l'unité. Donc, une unité Vanari pourrait regagner son habilité de Shining Company. Fait que des fois, pour dire, je vais prendre une unité de lancier qui s'est battue et qui n'est plus en formation, je téléporte sur un objectif pour le défendre. Je retrouve mon moyen pour me faire toucher. Fait que c'est des petites possibilités comme ça. Bref, une petite note intéressante. Donc, le Wind Mage, donc, s'il se fabrique par des armes de tir, plus une sauvegarde, ce qui est intéressant. Puis si en plus, je réussis une sauvegarde non modifiée de 6, qu'on attaque de tir, je peux bouncer une blessure mortelle sur une unité en dedans de 9 pouces. Fait une petite règle intéressante. Rien de trop game-breaking, mais intéressante quand même. Si une unité, dans le fond, de Wind Chargers, donc les unités kangourous, si on veut, sont complètement en dedans de 6 pouces de ce Wind Mage, quand ils bougent, ils peuvent bouger de 16 pouces et peuvent voler. Donc, intéressant, encore une fois, mobilité, vraiment intéressant. Et donc, le modèle peut faire un sort, et il a un sort aussi, donc, un 2+ à 9 pouces, des 3 blessures mortelles, un petit casse facile à faire, pas nécessaire, mais on va le prendre en fait pour le sort de téléportation. Faut pas se leurrer, là. Donc 120 points, un bon prix. 120, je pense que c'est 120 points. Je valide pour être sûr. Huracan, Wind Mage, 120 points, effectivement. Donc, un bon petit mage intéressant à ce niveau-là. L'unité donc du temple, donc les Wind Chargers, cette unité-là a beaucoup de potentiel, je pense. Mouvement de 14 pouces, 16 c'est à proximité d'un Wind Mage. C'est une unité qui peut donc bouger vite, qui tire à 12 pouces, une unité d'archer principalement. 2 attaques, 3-3, -1, qui ignore le bonus de sauvegarde lié au couvert. OK, intéressant, correct. Au corps à corps, surprenamment, peuvent quand même se battre aussi. Une attaque, certes, mais 3+, -2, 1. Fait que le petit -2 de Ren est intéressant. Et les bêtes, très anecdotiques, 2 attaques, 3+, 4+, pas de Ren, 1 dommage. On a l'ajout standard donc d'un champion qui fait plus une attaque au corps à corps comme on tire. OK. On a également la bannière qui peut relancer le jet de Battle Shock. OK. Et bien sûr, donc, quand ce modèle fait un mouvement, donc il peut essentiellement voler. Bon, c'est correct. Maintenant, c'est que lorsqu'on ajoute le bonus Huracan, qu'on peut piler à 6 pouces n'importe où, et là, on commence à avoir une unité qui est très mobile. Intéressante, qui devient encore une fois ligne dans la ville de Elon. Donc, si on veut bâtir autour de ce temple-là, c'est une façon rapide d'avoir des lignes. Et on tombe dans peut-être les unités qui vont faire plus débat. En fait, le Waskell qui a enflammé les réseaux sociaux dès la sortie, dès le coulage des Warscrolls, je parle de Sévirette. Donc, Sévirette qui est l'esprit du vent nommé.
Donc, ce qu'il faut comprendre, il est dans Imetrica. Donc, en partant, il n'y a aucune règle de faction qui va s'appliquer. Fait que, vous ne perdez rien à jouer dans une autre faction parce qu'il n'y a rien pour ces virettes dans Imetrica. Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est des statistiques. On voit ça au début. Oui, OK. Le 24 pouces de mouvement. Donc, on parle de mobilité. On avait du racket de mobilité. Intéressant. 10 points de vie, 10 de bravoure, 5 plus de sauvegarde. Donc, relativement fragile pour une créature qui vaut 300 points. Et, fait intéressant, contrairement à son équivalent de la montagne, au bovin de bataille, n'a pas de profil régressif. Donc, ne perd pas d'habileté lorsqu'il est endommagé. Donc, a un seul profil et vraiment intéressant à ce niveau-là. Mais ce sont ces règles spéciales qui font que ce modèle-là a été hautement controversé. Il y a des gens qui clament que ce ne sera pas joué dans le méta compétitif, d'autres qui ne jurent que par lui. Moi, je ne suis pas aussi all-in d'un côté que de l'autre, mais je pense que Sévirette va avoir certainement son rôle à jouer dans le méta compétitif. Donc, pourquoi? Tout d'abord, sa force principale, c'est au tir. On parle de 4 attaques à 18 pouces de portée. 18 pouces, c'est pas tant. Pour un modèle qui bouge de 24 pouces, la portée est assez anecdotique. On passe le sort, par exemple, de Speed of Ish dessus, ben c'est 48 pouces de mouvement. Donc, la portée est anecdotique. 2 plus pour toucher. Donc, déjà, si on cumule avec la Shrine, on peut donc avoir à chaque tour relancer les 1 to 8. Donc, toujours avoir essentiellement pratiquement la garantie d'avoir les 4 attaques qui vont toucher. 3 plus de blessures, moins 3 de rend. Donc, le fameux moins 3 qu'on dit qui est plus rarissime, on l'a avec lui. D3 dommages, le petit D3 peut faire un peu sourciller. Ça peut être bon, ça peut être tout à fait mauvais. Donc, intéressant pour des héros, mais aussi pour des unités qui sont bien armurées. Des petites unités qui flanquent, ainsi de suite. Au niveau du corps à corps, 2 attaques, 2-3, moins 2 D3, ou le Swirling Shards autour, des 3 attaques, 3-3, moins 1. Rien d'exceptionnel. C'est pas là qui va tirer son épingle du jeu. C'est vraiment dans l'ajout, le cumul des règles qu'on va avoir. Tout d'abord, Into the Gale. Donc, chaque fois qu'on alloue une blessure à Sévirette sur un 5+, on l'ignore. Cette règle-là, c'est la même chose pour l'esprit qui est générique, donc l'esprit du vent. Mais aussi, on réduit la distance de pile-in des unités en dedans de 3 pouces à 1 pouce. Donc, on va limiter le nombre d'attaques qu'il va recevoir. Puis ça, c'est s'il reçoit des attaques, parce que pour une autre règle, on s'entend que ça va faire en sorte qu'il est pratiquement toujours protégé. Living Cyclone, chaque ennemi qui est en dedans de 3 pouces de ce modèle, quand il fait une charge, sur un 3+, l'unité subit une blessure mortelle et moins 8 jusqu'à la fin de la prochaine phase de combat. Donc, voilà. Un autre moins 8, pourquoi pas, une blessure mortelle. Scour, ça c'est vraiment cool. Donc, je peux annuler, je peux détruire littéralement, mais pas détruire, mais annuler l'effet d'un terrain de faction sur un 2+. Pouf! Fait que, mettons, je sais pas moi. Le super chaudron des ogres. Le super chaudron des ogres, tout à fait. Ça peut être le trône des Flash Eater Courts, par exemple, la pyramide Ossiarque, la pyramide Séraphon aussi. Donc, ou la Shrine Luminette dans un match miroir aussi. Donc, on peut annuler justement les faction terrain, là, les terrains de faction. Donc, sur un 2+, pourquoi pas? C'est un petit quelque chose comme ça qu'on peut rajouter. Ben, moi, je trouve que c'est une bonne habileté parce que les Sylvanettes qui sont trop forts présentement, là, on va pouvoir casser leur forêt avec ça. La forêt qui sont incroyablement utiles en ce moment, par ailleurs. Ben, je pense en fait que c'est la réponse au spam Sylvanette présentement. Ah oui, vraiment. Oui, je pense que c'est la chose à faire. T'sais, enfin, on se dit justement, là, quelque chose a été fait. Les joueurs ont été entendus par Games Workshop suite aux nombreuses plaintes au niveau des Sylvanettes. Donc, je pense oui, tout à fait. Ça, c'est la réponse qu'il fallait avoir. Tout à fait. L'autre habilité intéressante, en fait, là, parce qu'il y en a encore d'autres, bien sûr. Donc, dès que je fais un mouvement normal, donc ça fait une retraite, un mouvement de 24 pouces ou 48 avec l'esprit, je choisis une unité par laquelle j'ai passé et sur un 3+, des 3 blessures mortelles. Avec son mouvement, je peux vraiment cibler pratiquement ce que je veux. Habilité intéressante. Et celle, je pense, qui les rend absolument atroces, c'est Spirit of the Wind.
Donc, dans n'importe quelle phase de tir, et ça, je précise, autant la vôtre que celle de votre adversaire, Sévirette peut faire un normal move, un mouvement normal de 12 pouces, sans pouvoir courir, mais ce modèle peut retraiter et charger plus tard. Ça veut dire, si on regarde donc dans la phase de tir adverse, je peux le bouger de 12 pouces. Si on considère que 99% des unités peuvent charger un maximum de 12 pouces, je vais avoir de la misère à le coincer. Et ça peut être, ça reste, et en plus, je peux aussi repasser par-dessus des unités et refaire des blessures mortelles dans chaque phase de tir, la mienne comme celle de l'adversaire. Parce que ça commence à accumuler beaucoup de blessures mortelles. Ça commence à faire beaucoup. Je peux le charger en support juste pour annuler le pile-in. Et lui aussi bénéficie des règles Huracan de 6 pouces de pile-in, pas où est-ce que je veux, là. Parce que c'est un modèle qui est Huracan. Là. Fait que là, on cumule des règles comme ça qui font en sorte qu'on a une bébite qui va faire du dommage. Oui, peut-être que le dommage n'est pas si grandiose que ça, parce que je vais toujours avoir 2, 3 attaques qui vont toucher, qui vont blesser. Le Ren de 3 me garantit pas mal que ça passe. Il reste des D3 dommages. Bon, OK. À quoi il sert? On tue des héros? Ben, on a les archers pour ça déjà, les sentinelles. T'sais. Mais c'est tout le potentiel de faire des petites blessures sur des unités qui restent. Enlever le modèle, qui est le modèle de trop, qui conteste un objectif. Oups, je passe par-dessus. Des 3 Mortal Wounds. C'est le cumul de tout ça, de toutes les habiletés qui font qu'encore une fois, c'est de la polyvalence. Pour 300 points, oui, c'est sûr que peut-être contre des caradrons, ça se peut qu'ils se fassent one-shot. C'est possible, parce que 10 points de vie à 5+, malgré un 5+, ignorant les blessures, ça reste tassable. Mais contre la grande majorité des armées, essayez de l'attraper. Je veux dire... Si tu n'as pas de tir à bonne portée, on oublie ça. Exactement. Fait que tu sais... Puis encore là, si je prends mon gros combo, je prends mes 20 mélusailles pour les téléporter, pour tirer ces virettes, OK, tu as tiré ces virettes. Je veux dire, le reste de l'armée, tes mélusailles risquent fort de s'en occuper. Donc, tu sais, je sais pas, je comprends l'argument, il y a des failles, il ne frappe pas tant que ça, il ne cogne pas au corps à corps, mais du mouvement, limiter le pile-in où est-ce que tu veux, faire des Mortal Wounds quand je bouge, bouger tout le temps partout. Encore une fois, c'est le genre de War Scroll, je pense, qui va être beaucoup testé dans des parties, puis je suis vraiment curieux de voir son impact. Puis je pense qu'il va être fun à jouer. Ouais. Peut-être pas de temps à affronter tout le temps, mais assurément, il va être fun à jouer. Oui. Ça exemplifie en fait ce qu'est le temple du vent, ce qu'est les huracans. On tire, on bouge, on nuit, puis c'est ça. Je pense quand même que l'argument de ceux qui disent qu'il ne sera pas joué en compétitif, je pense que c'est le méta de tir actuel. Comme tu l'as souligné, là, il est un peu fragile. Voilà, c'est ça, exact. C'est son... Mais encore une fois, il y a aussi une dernière règle, en fait, là, qui peut se guérir de D3 points de vie si tu es à proximité d'un Wind Mage. Fait que, tu sais, voilà. Il y a une autre petite résilience, il n'y a pas un profil qui est régressif. Je suis vraiment curieux. Il y a trop de bonnes choses pour qu'il n'y ait pas sa place dans une liste. Il y a trop de bonnes choses. Faire un moins tweet juste parce que je t'ai chargé, qui peut se cumuler avec d'autres. Généralement, les moins tweets des luminettes, c'est plus quand on se fait charger. Mais là, c'est quand, OK, ben, je te charge un moins tweet. Je peux transporter mon moins tweet partout. Je regarde, est-ce qu'avec des Stone Guards, ça pourrait être le fun? Je veux dire, juste pour exemple, il y a plein de choses qui sont intéressantes à ce niveau-là, selon moi. Fait que, voilà, c'est un peu... puis il reste également, donc, deux... sur Sévirette, Vincent, tu avais quelque chose à... Oui, juste deux petits commentaires. C'est sûr que moi aussi, j'ai lu les critiques, il est facile à sniper et tout. Mais comme tu dis, avec Speed of Ish, il y a 48 pouces de mouvement. Tu peux le tenir loin des tireurs ennemis. Ouais. Puis quand même réussir à aller, toi, les chercher. Parce qu'avec 18 pouces de tir plus 48 pouces de mouvement, tu tires ce que tu veux sur la table, tu retraites après ça de 12 pouces. Fait que je pense que la personne qui le joue bien, même des tireurs, à moins peut-être les caradrons qui se téléportent, puis même là, ça va être difficile de le coincer.
parce qu'il peut partir de très, très loin sur la table. Ça, c'est la première chose que je voyais. Puis la deuxième chose, on a dit qu'il est fragile, fait que si je l'amène en corps à corps, il y a le danger de se faire frapper, mais si je ne me trompe pas, la règle qu'il pile-in de 6 pouces où il veut, il pourrait se désengager avec son 6 pouces finalement. Absolument. Il s'en va donner le moins 1 to hit, il se désengage, tu ne peux pas le frapper. Voilà. Il a fait son effet. Fait que ça va être une belle pièce à jouer. Comme Yann l'a dit, peut-être qu'à affronter la Mané, ça va être tannant. Là. Si le seul ami que tu as, il joue cette pièce-là à toutes les games, peut-être que votre amitié va souffrir un peu. Mais pour le joueur qui joue, je pense que c'est vraiment intéressant de te demander OK, où je vais le déplacer, où est-ce que je vais aller m'emmener le moins 1, où est-ce que je vais sniper, parce qu'il fait à peu près un 5 de dommages au tir, plus après ça, les blessures mortelles. Tu vas aller enlever le héros que tu veux, ou les 2-3 modèles de trop qui gardent un objectif. C'est clairement que ça va être intéressant à jouer et à tester comme pièce. Là. Ça reste aussi un héros. Tu peux prendre des débits de commandement. Il y a tout ça qui rentre là-dedans. C'est une pièce de support que tu peux mettre où est-ce que tu veux à chaque tour essentiellement. Ça revient pratiquement à ça. Donc, moi, je pense que ça a sa place. Est-ce que ça va être top compétitif? Est-ce qu'on va le voir avec Teclis? Là, on commence à monter beaucoup de points. C'est presque 1000 points en deux figurines. Mais c'est ça. Je pense qu'éventuellement, il va émerger une certaine liste. Je pense qu'il va en tirer profit. Je pense que dans une optique aussi, et long avec beaucoup de wind chargers, ça peut être ça aussi. C'est intéressant. C'est juste dommage, en fait, qu'il est Metrica, parce que un tir de plus au corps à corps, c'est intéressant, mais non, c'est ça. Je pense qu'il y a sa place. C'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Puis Daniel Warscroll, en fait, là, c'est les deux personnages nommés, les champions, les autres jumeaux non Teclis et Tyrion, dans le fond, Elalia et Elathor. Excusez-moi mon Elfish. Donc, c'est vraiment, on voit un peu ce genre de modèle-là, en fait. Là, on l'a vu dans Slanesh avec, j'ai oublié le nom, Silesk. Donc, c'est comme deux héros qui se cumulent. Donc, intéressant, c'est quand même magicien. Donc, niveau 2, donc 2 sorts, 2 dissipations. Donc, oui, OK. C'est un 5++ qui peut se faire en plus de protection de Teclis ou de Ish, mais uniquement sur le mage en tant que tel. OK. Un bon punch intéressant, plus la partie dure. Dans le fond, le dommage de l'arme de Elathor, c'est égal au niveau de la ronde. Donc, en fin de match, c'est quand même 4 attaques, 2+, 3+, moins 2, 5 sur la 5e ronde. Mais encore là, comme n'importe quoi, plus la partie avance, généralement, moins tu as peut-être besoin ou moins ça va venir en jeu. C'est quand même 8 points de vie à 3+. C'est quand même intéressant aussi. Il y a aussi une possibilité, là, dépendamment que je vais lire la règle. À la fin de la phase de combat, je lance un dé si ce modèle-là a combattu durant la phase. Si le jet est moins que le nombre du battle round, au moins que le nombre de wounds qui sont alloués à cette figurine, je peux guérir des 6 points de vie, mais après ça, je dois le téléporter à plus de 12 pouces d'ennemi modèle. Fait que c'est un genre d'habilité. OK, je peux le guérir, c'est bien, mais dès qu'il y a des wounds alloués, dès que je me suis battu, je dois lancer un dé. Puis, il y a des chances que je m'en vais, je perds le contrôle. C'est un petit peu moins intéressant. Ce qui est intéressant, par contre, qui peut être intéressant, en fait, je ne vois pas l'utilité tant que ça, c'est qu'il peut se joindre dans n'importe quelle faction Order de l'ordre. Puisque c'est comme deux héros qui naviguent les realms, qui sont des gens d'ambassadeurs. OK. Mais tu sais, encore une fois, personnages nommés, Imetrica, qui peuvent bénéficier zéro des règles d'Imetrica. Ne peut pas avoir d'artefacts. Pour quand même 200 quelques points là, de mémoire. Là. Juste revenir là, sur les points rapidement. Là. Mais on parle quand même là, de 260 points. C'est quand même beaucoup. Là. C'est beaucoup. Je ne vois pas une utilité en tant que telle. Tant qu'à ça, j'aime mieux prendre 40 points pour un Sévirette pour avoir un impact davantage sur la partie. Et est-ce qu'on a des nouveaux bataillons intéressants? Oui, en fait, on a un méga bataillon, là,
Je pense que si je ne me trompe pas, c'est le Luminette Battle Host, qui est un méga bataillon, méga, que personne ne jouera jamais dans une partie match-play. Mais on a également 3 nouveaux bataillons génériques, en fait, qui font le miroir des nouvelles unités qui ont été sorties. Donc, si on avait le temple Alarit avec les Stone Guard, on a maintenant le temple Huracan, qui nécessite les mêmes unités. C'est vraiment le miroir, donc soit Sévirette ou un Esprit du Vent, un Wind Mage et 1 à 3 unités de Huracan Wind Chargers. Ça, en fait, ça fait que si une unité de Wind Chargers, même pas c'est une unité du bataillon, fait que ça peut être Sévirette ou le Wind Mage, et en dedans de 12 pouces d'un héros du même bataillon, donc ça peut être Sévirette lui-même, il est toujours en dedans de 12 pouces de lui-même et est un héros. Au début de la phase de combat, il compte comme ayant chargé donc, ils peuvent faire leurs 6 pouces de pile-in, compte comme ayant volé et ainsi de suite. Donc, dès qu'on est en dedans de 12 pouces, même si on a. Fait que ça devient une autre aptitude d'un pile-in de 6 pouces sans avoir besoin de rouler les charges, ces choses-là. Fait que toujours intéressant. Toujours intéressant. Assez dispendieux, 180 points par contre. Donc, c'est quand même c'est un bon coup. Si on compare au Alarit Temple, donc qui est 120 points, je pense que pratiquement tous les bataillons Luminette sont à 120 points. Les bataillons, en guillemets, standards, comme on peut dire. Là, donc, c'est 120 points, 120 pour le Blade Lord Host et 120 pour la Star Shard. Donc, 180, ça sort un petit peu de nulle part, mais comme on connaît Games Workshop et leur capacité à mettre des points pour les bataillons sans aucune logique quelconque, ben voilà, c'est un petit 180 points, pourquoi pas. Le deuxième qu'on a, c'est le Star Shard Battery. Donc, c'est un bataillon qui est centré sur les balistes. Donc, 3 à 5 balistes, plus automatiquement un Scenary Calligrave. Donc, ça vient grouper les balistes. Donc, si les balistes sont à 3 pouces l'une de l'autre, d'une autre baliste du bataillon, là, donc si 2 balistes sont à proximité, au lieu d'avoir un 6+, ignore les blessures, ça tombe à 5+, ignore les blessures. En plus, on ajoute une attaque aux caractéristiques si elle n'a pas bougé. Fait qu'on tombe à 4 attaques à ce moment-là si une baliste n'a pas bougé. Donc, quand je disais tantôt pour les balistes, dans le bataillon, ça vaut la peine. Mais là, on parle de 3 à 5 balistes. C'est quand même un investissement. On parle donc de minimum 400 points avec le Calligrave, plus 120 avec le coût du bataillon. Donc, ça ne vient pas nécessairement diminuer. Tu n'as pas de ligne là-dedans. Tu as très, très peu de héros. Ça ne vient pas diminuer de façon significative ton nombre de pauses. Et ça fait une armée qui est très, très statique. Donc, on parle d'un quart de l'armée minimum qui est investi pour des unités qui sont des modèles uniques, donc qui comptent pour très, très peu de modèles, qui ne bougent pas ou qui bougeront très peu. Donc, voilà. Donc, pour le même nombre de points, on peut avoir essentiellement 30 sentinelles. Donc, 30 sentinelles, 3 balistes, le Calligrave. Reste à voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Mais certainement, je pense que quelque chose, 4 tirs par baliste, c'est intéressant. Et ça fait distribuer encore des -1 avec leur tir une fois par partie, qui n'est pas triste. Et finalement, le dernier, le Blade Lord Host, que honnêtement, je ne pense pas qu'on va voir dans un méta compétitif. On parle d'un soit un héros Vanari ou Sinari, donc on peut vraiment avoir accès à ce moment-là aux 2 castes de héros, et 2 à 3 unités de Blade Lord. Donc déjà, 2 à 3 unités de Blade Lord, je vois difficilement le besoin d'avoir plus qu'une unité de 5. On veut réellement avoir, en fait, une unité pour la Cataleur, puis c'est pas mal leur seule utilité. Et je peux lancer les 1 pour toucher, donc avec leurs armes de corps à corps, donc déjà leur règle d'attaque précise, on perd le bonus à ce niveau-là. Et c'est lorsqu'on attaque une unité qui a fait un mouvement de charge. Donc, si je me fais charger les Blade Lords, si je prends l'attaque Blender, plusieurs attaques, je peux relancer les 1 si je me fais charger. Fait que c'est pas un bataillon, je pense, encore une fois, qui va réduire beaucoup le nombre de pauses. C'est pas un bataillon, ça nécessite quand même beaucoup de Blade Lords qui sont des très, très beaux modèles. Mais je vois pas forcément l'utilité, je vous dirais, de ce bataillon-là.
Donc, Voilà. ça fait le tour des nouvelles unités, nouvelles habiletés, nouveaux bataillons. On voit que vraiment, c'est une armée qui va être assurément amusante pour faire des listes, essayer différentes tactiques. Il y a beaucoup d'options de jeu, comme tu l'as dit. Ça va vraiment aussi être une armée, je pense, qui va être amusante pour les bons joueurs parce que la quantité de décisions qu'il va avoir à prendre en jouant cette armée-là va être très, très élevée avec un très, très haut potentiel. Donc, ça m'amène à la question de conclusion. Comment tu vois là, la place de cette armée-là dans le méta? Est-ce qu'on a une nouvelle armée God tier? Avant d'y répondre, je vais juste commenter un peu sur ce que tu viens de dire, Yann. Oui, les bons joueurs, je pense, vont s'amuser à faire des listes avec ça. Mais c'est une armée qui est très, très drôle parce qu'il y a comme c'est une armée qui peut être très, très user-friendly dans le sens que c'est pas difficile de faire des Mortal Wounds. Tu sais, je veux dire, c'est être capable de jouer avec cette armée-là, OK, je fais un sort puis profit. Par contre, pour aller vraiment maximiser le potentiel de cette armée-là, pour l'avoir essayé une couple de fois, il y a tellement de synergie, tellement de règles qui se chevauchent. Et surtout, si on pige dans les 4 castes, là, si on prend les Vanari, si on prend les Sinari, si on prend les Huracan, les Alarites, là, on commence à avoir beaucoup, beaucoup de possibilités et beaucoup d'area of effect, beaucoup de règles qui s'appliquent dans une portée. Et là, ça devient difficile de vraiment maximiser tout ça. Ceci dit, moi, personnellement, je pense que cette armée-là a un potentiel. Je ne suis pas tant God tier, peu importe, là, mais je pense que cette armée-là va s'asseoir confortablement en compagnie des Séraphons, en compagnie de Zinj. Puis je pense en fait que ça vient confirmer un peu je ne peux pas dire une pente, là, mais je pense que Caradron perd un peu de son lustre. Caradron qui est vraiment une faction qui est amenée au top à cause d'une sous-faction, d'une règle, d'une mécanique. C'est une armée qui est très, très bonne, Caradron, là. Mais je pense que au niveau polyvalence, là, je pense que le fait que ces 3 armées-là, Zinj, Séraphon, Luminette, je pense qu'on peut couvrir pratiquement toutes les faiblesses. C'est intéressant. Tu viens de faire, pour citer le double tour, tu viens de faire un gros statement. Un gros statement, oui. Les Je ne fais luminettes. que des gros statements qui, généralement, ne sont pas tout à fait vrais, mais quand même. On verra bien. Je fais des gros statements. C'est parce que, honnêtement... Les luminettes au niveau des Séraphons, carrément. Oui, ben... Écoute, je pense que ça peut être une des armées qui peut démonter plusieurs listes. Des listes compétitives. Je regarde qu'est-ce qui rend Séraphon si fort. C'est Croak, c'est les héros qui peuvent buffer, c'est les factions comme Fangs of Sotek. Les Luminettes sont capables de briser les synergies. On est capable d'aller chercher les héros. On est capable de limiter. On est capable de rivaliser quelque part avec Croak au niveau de la magie. Donc, on est capable de contrôler, pas contrôler, rivaliser. OK? Mais en même temps, ils ont certainement leurs faiblesses. Ils sont très fragiles. Les unités sont dispendieuses. On se base beaucoup sur les règles. On se base beaucoup sur les combos, sur les proximités des unités. La minute qu'on commence à sortir de nos zones d'influence des héros des unités, on perd beaucoup d'efficacité. On est quand même contraint de rester dans des zones d'influence de héros des unités. Et ça prend une maîtrise des règles quand on prend les décisions. En quelques parties, le nombre de règles que j'ai oublié d'appliquer, parce qu'il y en a juste beaucoup. Tu sais, je suis habitué, ça fait des années que je joue pratiquement uniquement à Caradron, que le nombre de règles spéciales, ça se limite. Et là, avec les sorts, avec les règles, les quartz, la nouvelle shrine qui s'ajoute, il y a beaucoup, beaucoup de dynamique à penser, beaucoup de mesures à faire, beaucoup de mesurage à faire. Mais je pense qu'un joueur qui contrôle bien, qui est attentionné, qui est méticuleux, ça peut être une armée qui va être extrêmement dangereuse contre beaucoup de factions. Puis Alex, corrige-moi si je me trompe, mais tu disais aussi que c'est une armée qui de base est forte. Donc le plancher pour un nouveau joueur, même un nouveau joueur peu expérimenté,
va pouvoir être relativement compétitif d'entrée de jeu en faisant une liste un peu plus simple, un peu plus efficace. C'est parce que les unités de base qu'on va aller chercher, puis ça, on les garde avec les figurines Vanary. L'habilité de faire des blessures mortelles sur des 5+, qui est disponible à toutes les unités Vanary, sauf les Blade Lords et la baliste, mais les unités de base, c'est immense. Le fait que les Stone Guard peuvent en faire aussi. Tu sais, on a des possibilités de faire des blessures mortelles. Teclis peut en faire de façon hallucinante. C'est pas toutes les armées qui peuvent encaisser une quantité phénoménale de blessures mortelles. Il y a des armées qui vont être bâties. Je pense, entre autres, je pense à toi, Vincent, quand je dis ça, les OCR Bone Reapers, qui misent sur une endurance, sur une sauvegarde, sur des mécanismes qui vont les protéger. Oui, ils ont leur 6+ contre les blessures mortelles, mais c'est négligible. Je veux dire, c'est même chose, Yann, pour tes Daughters of Cain. Oui, tu as cette mécanique-là qui peut t'en sauver de façon anecdotique quelques blessures, c'est bien, puis tu vas avoir le jet dans une partie que tu vas en sauver 5 sur 6, bravo, mais c'est anecdotique. Donc, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'armées qui est capable d'encaisser un tour de luminette, je dirais vraiment maximisé, là, avec la quantité de blessures mortelles qu'on peut avoir. Le mouvement, c'était la grosse faiblesse des luminettes avant le nouveau Battletome. Huracan vient prendre ce statement-là puis le lancer au vidange. Je veux dire, là, c'est que de la mobilité, un sort de téléportation que je peux casser gratis avec Teclis. Tu sais, honnêtement, le gros défi, en fait, des joueurs luminettes, je pense, puis ça vient rechercher un peu, là, ça vient chercher un peu les IF du temps, c'est qu'on a des unités qui sont très, très bonnes, mais qui ont un boulot relativement spécifique. Donc, si je veux jouer à la rite, je sacrifie du mouvement. Si je veux jouer Huracan, je sacrifie de l'endurance. Donc, si je veux tout mettre, c'est un peu l'expression anglophone, encore une fois, Jack of all trades, Master of none. Je veux avoir un petit peu de tout, mais je suis excellent dans rien. Donc, c'est toujours avoir des match-ups. Si j'ai des Downriders, mais que je les envoie contre des anguilles d'honnêtes, ben, ils ne feront pas grand-chose. Alors que si j'envoie, par exemple, ces mêmes Downriders-là dans des unités de horde, ben là, ça va être payant. L'idée, c'est de choisir ces match-ups. Si je fonce avec des Stone Guard contre des unités qui font des blessures mortelles, ben, je gaspille mon unité. Donc, l'idée, c'est vraiment de choisir, je pense, ces match-ups, puis de vraiment, dans le déploiement, dans le positionnement, de vraiment connaître l'armée adverse, connaître ses forces et faiblesses, et d'avoir des match-ups qui sont faits. Envoyer les bonnes unités aux bons endroits. Je pense que c'est là que va résider la clé du succès pour un joueur luminette. Mais là-dedans, là, il y a vraiment de tout pour tout le monde. Fait que moi, je pense que c'est la marque d'un livre qui est fort. La polyvalence. Et être capable de neutraliser pratiquement toutes les menaces. Donc voilà, je pense que c'est ce qui va être difficile, c'est les armées qui peuvent encaisser des blessures mortelles, comme des Fire Slayers, par exemple. Donc, ça ne tombera pas assez vite. Ils peuvent s'asseoir sur des objectifs puis rester là longtemps. Eux aussi peuvent se téléporter, peuvent avoir des mécanismes pour aller plus vite. Donc, je pense que des armées comme ça risquent peut-être là, de causer du trouble un peu. Je pense que les Caradrons aussi vont pouvoir causer du trouble aux luminettes parce qu'on est capable quand même d'aller chercher les héros, chercher certaines unités, choisir les combats, puis les luminettes qui n'ont peut-être pas tant d'unités que ça parce que tout est relativement dispendieux. Donc, je pense que c'est les armées peut-être qui auront une bonne présence contre les luminettes. Donc, ça fait le tour de notre analyse des luminettes. Alex, merci beaucoup. Merci à vous, les gars. On peut aussi te suivre sur Facebook, sur ton nouveau site de coaching, Adeptus Coaching. On mettra le lien en description de la vidéo. Tout à fait. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce en l'air ou à nous mentionner en commentaire sous la vidéo là, ce que vous pensez, vous, des luminettes. S'il y en a aussi qui ont déjà eu l'occasion d'essayer le nouveau Battletome, vous pouvez nous partager un petit retour d'expérience. Ça nous fera bien plaisir là, en commentaire sous la vidéo ou sur notre page Facebook. Et sur ce, bon wargaming!